Il est bientôt 16h, c'est un plaisir d'être à vos côtés sur l'antenne de BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité, cette question, est-ce la dernière rentrée de François Bayrou? Le Premier ministre tentera une nouvelle fois de convaincre lors d'une conférence de presse demain à 16h. Il veut justifier son budget et les coupes budgétaires qui montent avec. Le gouvernement craint la censure dès le 22 septembre prochain et redoute le blocage du pays. Avant cela, nous en parlons en plateau avec Léopold Haudebert et nous rejoindrons également Sophie Dupont depuis Bormes-les-Mimosas devant le fort de Brégançon. À la une également, ce sans domicile fixe, soupçonné de 4 meurtres à Choisy-le-Roi. Sa garde à vue s'est terminée ce matin et l'individu a été déféré au tribunal de Créteil. Il pourrait être mis en examen et placé en détention provisoire. L'homme est soupçonné d'avoir tué 4 personnes, 4 hommes dont les corps ont été retrouvés dans la Seine le 13 août dernier. On fait le point sur l'enquête dans un instant. Et puis une centrale nucléaire et un terminal pétrolier visés par une attaque de drones russes dans la nuit. Voici comment l'Ukraine réagit lorsque ses appels à la paix sont ignorés, dit Volodymyr Zelensky, alors que l'Ukraine célèbre les 34 ans de son indépendance aujourd'hui. Dans le même temps, J.D. Vance, le vice-président américain, a affirmé que Moscou avait fait d'importantes concessions sur l'Ukraine auprès du président Donald Trump. Cela ressemble à un véritable barreau d'honneur. François Bayrou prend la parole demain dès 16h pour une conférence de presse pour défendre son budget 2026. Le Premier ministre joue gros alors que la majorité des Français sont opposés à ce projet. Oui, le Premier ministre qui veut et qui doit convaincre et expliquer qu'une baisse drastique des dépenses à hauteur de 44 milliards d'euros est indispensable. François Bayrou qui redoute également le blocage du 10 septembre annoncé ainsi que la motion de censure qui pèse sur sa tête de la part de la France insoumise. Les précisions d'Adrien Spiteri, Hugo Monnier avec Stéphanie Forgeois. Prendre les Français à témoin, c'est l'objectif de François Bayrou en cette rentrée politique sous haute tension. Le Premier ministre tiendra une conférence de presse pour les convaincre du bien fondé de son programme budgétaire. Mais sont-ils prêts à faire les efforts demandés par le gouvernement ? Moi, je veux bien être solidaire, au contraire, je veux être solidaire. Mais j'estime que tout le monde doit participer et que tout en haut, on doit nous montrer l'exemple. Qu'il faille supprimer des jours fériés, on peut s'interroger s'il ne vaudrait pas mieux peut-être supprimer 2 jours de congés payés, par exemple, et auquel cas, chacun pourrait utiliser ses vacances comme il l'entend. Il faut d'abord taxer les ultra-riches. C'est une honte qu'on dise que la France soit le pays où on taxe le plus les gens et en même temps l'homme le plus riche du monde il y a 4 ou 5 ans était français. Le locataire de Matignon le dit lui-même, face à la menace de la censure, seule l'adhésion des Français peut changer les choses. Alors quel message va-t-il délivrer ? Je veux remettre les choses en place sans ambiguïté et envoyer un message de mobilisation et de responsabilité. Il se dit déterminé, notamment à montrer que l'appel à la mobilisation du 10 septembre n'est pas la solution. Tout le monde a le droit de protester, mais je ne crois pas que, devant une telle crise, la réponse des Français puisse être de bloquer le pays. Un défi en perspective donc pour le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République, selon un sondage Ipsos saisi pour la Tribune dimanche, publié en juin dernier. François Bayrou qui sait que ses jours à Matignon sont peut-être comptés. C'est pour cela qu'il tente une dernière fois de convaincre avec cette conférence de presse demain, avec sans doute le président Macron au soutien. Oui, donc on prend la direction du fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas dans le Var où le président séjourne encore tout cet été et les derniers jours qu'il reste. Pour vous retrouver Sophie Dupont, parce que cette stratégie pour convaincre sur le budget du Premier ministre, on imagine qu'elle a été évoquée notamment lors de ce dîner qui a eu lieu entre le président et son Premier ministre le jeudi dernier. Oui, c'est en tout cas ce que laisse entendre aujourd'hui Matignon. Car ce dîner, vous l'avez dit, entre les deux hommes, entre le président de la République et son Premier ministre, il a eu lieu jeudi, ici même au fort de Brégançon. Et moins de 48 heures plus tard, Matignon a donc annoncé la tenue de cette conférence de presse de François Bayrou demain à 16h. Matignon qui fait cette annonce en rappelant bien au préalable que les deux hommes se sont rencontrés cette semaine. Une précision qui n'a évidemment rien d'anodin. C'est une manière de faire comprendre que cette conférence de presse, elle a été évidemment validée en amont par le chef de l'État. Et souvenez-vous, lors de la présentation du plan d'économie de François Bayrou le 15 juillet dernier, les deux hommes avaient déjà échangé en amont de la conférence de presse de François Bayrou. C'était même le matin même à l'Élysée. Concernant la conférence de presse qui va se tenir demain, les contours sont encore flous pour l'instant. On ne sait pas par exemple si tout le gouvernement aura pour consigne d'être présent. François Bayrou qui va devoir tenter de convaincre les Français. Il va encore les prendre à partie probablement. Il va aussi envoyer des messages aux oppositions, notamment le Parti socialiste en tête. Le gouvernement qui
qui va en parallèle commencer les consultations cette semaine avec les syndicats et avec les formations politiques, toujours au sujet du budget, car le mot d'ordre pour l'exécutif en cette rentrée, c'est évidemment la stabilité, comme on a appelé Emmanuel Macron en début de semaine, dans le contexte international actuel. Emmanuel Macron qui, pour l'instant, poursuit son séjour ici dans le Var au fort de Brégançon, car pour l'heure, il n'a pas encore quitté sa résidence d'été. Sophie Dupont avec Agathe Pichon, Léopold Haudebert. Il y a 2 surprises là. Première surprise, c'est cette conférence de presse. Il y a même des ministres qui n'étaient pas au courant et nous, ça nous a surpris. Tout le monde a été surpris par cette conférence de presse. Et puis l'autre surprise, c'est qu'est-ce qu'il y aura d'annoncer demain ? Alors, j'ai enfin une petite nouveauté à vous apporter depuis tout à l'heure, grâce à Hugo Capelli du service politique de BFM TV. Ce qu'on comprend à 16h, donc vraiment 24 heures pile avant la conférence de presse, c'est qu'au moment où on se parle, commenceraient à être envoyés de premiers cartons d'invitation à des ministres qui devraient également être présents à cette conférence de presse. On s'interrogeait sur la forme tout à l'heure, sur ce à quoi ça devrait ressembler. Donc, autour de François Bayrou, il devrait y avoir différents ministres avec leurs casquettes respectives, mais donc en soutien, encore une fois, pour l'image, on en parlait, ça peut paraître anecdotique, mais c'est important, à celui qui joue son poste et qui va jouer son va-tout pour bien tenter de rester avec ces 2 impératifs, résister d'abord à la pression potentielle dans la rue du 10 septembre, avec ce mouvement qui peut peut-être être important du point de vue des syndicats, des partis d'opposition, et puis la pression à l'Assemblée nationale qui va monter progressivement jusqu'à la rentrée parlementaire du 23 septembre avec la France Insoumise qui a donc annoncé déposer cette motion de censure pour tenter de renverser François Bayrou. Voilà ce qu'on sait au moment où on se parle, mais c'est vrai que c'est très surprenant à 24 heures d'une conférence de presse de ne pas avoir autant d'informations et de détails, mais on voit bien que tout est en train, au moment où on se parle, d'être affiné en vue d'une journée crucial pour lui demain. Et cette information que vous nous donnez, donc de la présence éventuelle de ces ministres autour de François Bayrou, ça va peut-être dans le sens de ce que disait Sophie. Le mot d'ordre, ça reste bien la stabilité. Il va falloir montrer une unité gouvernementale face à des mesures assez impopulaires. Oui, parce qu'il joue donc sa place et puis tous ceux qui sont avec lui aussi. C'est une équipe gouvernementale qui risque d'être renversée et qui doit montrer que les mesures qu'elle souhaite voir appliquées sont les bonnes. Ces économies, certes impopulaires, mais selon François Bayrou, nécessaires. C'est ça tout l'enjeu du deal que cherche à avoir François Bayrou, faire accepter par l'opinion ce qui n'est pas forcément facile à faire accepter et tenter derrière de conserver son poste. Donc oui, il y a un enjeu qui est crucial pour lui et on verra dans quelle mesure demain il arrive à trouver les mots et des mots qui soient différents que ceux qui ont déjà été employés, parce qu'en politique, se répéter, parfois ça peut avoir un effet dévastateur vis-à-vis de l'opinion. Les Français qui vont se dire mais je ne comprends pas, on a déjà vu cette série et potentiellement cette mauvaise série pour certains. Et donc en fait, qu'a-t-on à nous apporter de nouveau? Et c'est ça sur quoi on l'attend demain. Que va-t-il pouvoir dire de plus qu'il n'a pas déjà dit jusqu'à présent? Nous sommes en ligne avec Laurent Baumel, député socialiste et apparenté de l'Indre-et-Loire. Bonjour, monsieur le député. Vous attendez quoi, vous, demain, de cette prise de parole de François Bayrou? Est-ce qu'il peut vous faire douter ou est-ce que vous le censurerez, quoi qu'il arrive, le 22 septembre prochain? Si c'est pour qu'il répète effectivement la mauvaise série que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire qu'ils nous disent à nouveau, qu'ils disent aux Français à nouveau, on est très endettés, on a des gros déficits, on n'a pas d'autre choix que de faire des efforts. Et ces efforts, en fait, c'est vous, les classes populaires et les classes moyennes, qui allez en faire les frais. Je pense qu'il ne convaincra personne et évidemment pas du tout non plus le Parti socialiste. Nous, notre approche en cette rentrée, elle est assez simple. On va énoncer dans les jours qui viennent les conditions qui nous paraissent importantes pour avoir une vraie discussion budgétaire. On va par exemple rappeler qu'il est important, si on veut réduire les déficits, de mettre à contribution les revenus les plus riches, les patrimoines les plus riches qui ont été dans le fond bien servis sous le règne d'Emmanuel Macron et tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits ont contribué à l'aggravation du déficit. Donc on va rappeler ça, on va dire que c'est une des conditions pour auxquelles nous pouvons entrer éventuellement dans une discussion et on verra la réponse du Premier ministre. S'il persiste dans sa logique actuelle, qui consiste à ne faire aucune concession à d'autres points de vue que le sien, eh bien oui, nous censurerons. C'est ce qui arrivera probablement, parce que comment imaginer que ce que vous avez déjà dit puisse changer la donne auprès du Premier ministre? Non, c'est vrai qu'a priori, on ne l'imagine pas, mais on est toujours un peu optimiste. On se dit que peut-être
la droite et le centre-droit français pourraient un jour comprendre qu'ils n'ont pas de majorité absolue, qu'il n'y a pas de majorité absolue dans cette Assemblée et qu'on ne pourra amener de la stabilité et finalement des choses positives pour le pays que s'il y a des vrais compromis. Et des vrais compromis, ça passe par des concessions réelles. Ça passe pas par le fait de continuer la politique d'Emmanuel Macron comme si Emmanuel Macron avait une majorité absolue dans l'Assemblée nationale. Laurent Baumel, si par exemple François Bayrou annonce demain qu'il retire cette idée de sucrer, pardonnez-moi l'expression, mais 2 jours fériés aux Français, est-ce que là il marquerait des points pour vous ? Ça ne nous ferait pas bouger fondamentalement, parce que si vous voulez, ça c'est ce que moi j'appellerais un leurre. Vous mettez dans le débat public une mesure très régressive, très polémique, donc vous voyez effectivement beaucoup de réactions, et puis vous la retirez, et vous dites, vous voyez, je vous ai écouté, je vous ai entendu. Ce n'est pas fondamentalement le problème. Le problème, c'est si on veut trouver 44 milliards de réduction des déficits, il faut qu'au moins la moitié du chemin, je ne sais pas s'il faut faire 44 milliards, c'est un débat, mais si on voulait faire 44 milliards de réduction du déficit, il faudrait au moins que la moitié du chemin soit faite par la mise à contribution des plus riches à travers des outils fiscaux. Il en existe, on a voté par exemple à l'Assemblée une proposition qui s'appelle la taxe Zuckman, il suffirait de la reprendre dans le budget, et là on aurait peut-être 10, 15, 20 milliards d'euros qui contribuent à la réduction du déficit en faisant peser l'effort sur des gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, donc ils sont en mesure de faire un effort pour la nation. Donc ça, ce serait une vraie mesure. L'affaire des jours fériés, je pense que c'est un leurre qui a été mis dans le débat pour, donner peut-être une marge de négociation au gouvernement à la fin. C'est évidemment une mesure détestable, il faut revenir dessus, mais ce n'est pas le combat des socialistes, on ne s'arrêtera pas une fois qu'on aura obtenu le retrait des jours fériés. Brièvement, pour conclure, quelle est votre position, vous personnellement, mais également votre famille politique, sur ce qui se prépare, cette mobilisation citoyenne lancée sur les réseaux sociaux sur le 10 septembre pour bloquer toute la France? On sait que la France insoumise à gauche y participera, apportera en tout cas son soutien. Quelle est votre position ? La position, ce n'est pas de récupération. Il ne s'agit pas de donner le sentiment que c'est une manifestation organisée par les partis politiques de gauche, puisque ce n'est visiblement pas le cas. Mais c'est en même temps beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. Parce que ce qui est très positif dans ce mouvement qui se prépare, c'est le retour de la question économique et sociale dans le débat politique du pays, et un retour qui est porté par les citoyens, par la société civile elle-même. Et ça, on en a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent Baumel, d'avoir été avec nous à distance pour évoquer ce sujet sur BFM TV et BFM TV qui bouscule, bien sûr, son antenne demain. Soyez au rendez-vous, bien sûr, tout au long de la journée, mais encore plus peut-être à partir de 15h, parce qu'il y aura l'édition spéciale pour vous faire vivre en direct cette prise de parole avec nos invités experts et pour décrypter, bien sûr, cette conférence de presse de François Bayrou. À 16h11, on en vient à présent aux suites de cette affaire concernant ces 4 cadavres retrouvés dans la Seine le 13 août dernier au niveau de la commune de Choisy-le-Roi. Boris Karlamov du service police-justice est avec nous en plateau parce que, évidemment, cette enquête, elle progresse. Il y a beaucoup d'éléments ces derniers jours. On sait qu'un somnambule fixe qui avait été placé en garde à vue donc mercredi dernier, a vu sa garde à vue prendre fin ce matin et que depuis les choses sont allées très vite. Il est soupçonné désormais de 4 meurtres. Il a été déféré devant un juge et les choses pourraient encore progresser. Et cela après 96 heures de garde à vue et l'ouverture d'une information judiciaire ouverte donc du chef de meurtre en concours. On va le rappeler, c'est une infraction plutôt rare qui désigne des crimes commis en série sans qu'aucune condamnation ne soit intervenue entre eux. Il est donc présenté en ce moment même à un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Créteil en vue de sa mise en examen. Puis il passera devant le JLD, le juge des libertés de la détention, qui va donc devoir statuer sur son placement en détention provisoire. On va rappeler que le ministère public a requis sa mise en examen, mais également son placement en détention provisoire. Et puis souvenez-vous, il y avait une deuxième personne qui avait été interpellée et placée en garde à vue cette semaine, c'était jeudi dernier. Eh bien, cet homme a été relâché hier soir sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Boris, en ce qui concerne les victimes, est-ce qu'elles ont tout été identifié maintenant? Oui, le premier corps identifié par comparaison ADN était celui de Franz, un homme âgé de 48 ans, de nationalité française, résidant à Créteil. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis le 11 août dernier. Il pouvait fréquenter, selon le parquet, les abords du lieu de découverte des corps, connu pour un lieu de rencontre homosexuelle éphémère. Son ADN aurait été retrouvé sur une trace de sang retrouvée sur les vêtements du suspect. Ce monsieur correspond au corps qui
présente des traces de strangulation. Il y a un deuxième corps qui a été identifié toujours par cette comparaison génétique avec l'ADN. Cette fois-ci, l'ADN extrait de la brosse à dents d'un homme dont la disparition avait été signalée par ses proches. C'était le 7 août dernier. Ce monsieur s'appelait Samy. Il était âgé de 21 ans, de nationalité algérienne et résidait à Choisy-le-Roi. Les deux derniers corps étaient ceux de deux hommes sans domicile fixe, fréquentant régulièrement les abords du lieu de découverte des corps. Abdallah, 21 ans, de nationalité algérienne, ne donnait plus signe de vie depuis le 26 juillet. Ce jeune homme avait déjà été aperçu avec le suspect. Des photos les montrent ensemble. Il serait donc sa première victime. Et puis le second, Amir, âgé de 26 ans, tunisien, disparu donc depuis le 31 juillet. Il fréquentait le squat du bord de Seine à Choisy. Le suspect aurait en réalité utilisé sa carte bancaire après sa mort. Il n'aurait en revanche pas de lien direct. Donc ce suspect avec les deux derniers suspects, des deux derniers victimes disparues depuis août. Ce suspect connaîtrait donc les deux premières victimes qui seraient en réalité des amis à lui. Alors ça, c'est sur les victimes dont les identités commencent à être connues. Ce n'est pas le cas en revanche du suspect à l'heure actuelle. Oui, puisqu'il s'est présenté sous l'identité de Ahmed Ben Ali, né à Oran en Algérie le 6 septembre 2000. Pendant ses 4 jours de garde à vue, il a tout nié fermement et gardé le silence. Impossible donc de connaître son mobile à ce stade et son identité n'a pas pu être confirmée. Mais selon les enquêteurs, il s'appellerait en réalité Monji et serait de nationalité non pas algérienne mais tunisienne. Il habitait donc dans un squat au bord de Seine à Choisy-le-Roi, tout près du lieu de la découverte des corps. Merci beaucoup Boris pour toutes ces précisions. Dans l'actualité maintenant à l'international, un rendez-vous et un moment important pour l'Ukraine qui fête aujourd'hui son indépendance. Il y a 34 ans, le pays se détachait officiellement de l'URSS. Une célébration était organisée aujourd'hui à Kiev. Oui, on y retrouve Pierre Barbin, notre envoyé spécial en Ukraine, avec donc ces cérémonies à laquelle a assisté dans la capitale le Premier ministre canadien ainsi que l'émissaire spécial américain en Ukraine. Volodymyr Zelensky a ainsi rappelé que son pays se battrait contre l'oppression jusqu'au bout pour sa liberté et qu'il était accompagné. Oui, parce que si tous les événements officiels ont de nouveau été annulés cette année à cause de la guerre, il n'y a pas eu par exemple de défilé à proximité de la place Maïdan. Il y a donc tout de même eu cette cérémonie solennelle devant la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, présidée par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a tenu un discours, lui aussi solennel, où il a expliqué justement sa volonté de connaître à nouveau la paix dans son pays. Il a dit, voilà ce qu'il a dit: nous défendrons notre terre, notre autonomie, avec cette volonté de connaître une vie nationale autonome pour tous les Ukrainiens, afin que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre en sécurité sur leur terre avec leurs propres règles. Il a donc aussi également de nouveau rappelé cette volonté de nouveau connaître la paix dans son pays qui est enlisé dans cette guerre depuis plus de 3 ans et demi et l'invasion russe le 24 février 2022. Il a donc répété de nouveau son envie de trouver une solution et d'arrêter cette guerre par tous les moyens. Et Pierre, sur le terrain, les frappes se poursuivent. On a appris il y a quelques instants que l'armée ukrainienne revendiquait la prise de 3 nouveaux villages dans la région orientale de Donetsk qui étaient sous le contrôle russe. Et en Russie, l'Ukraine a lancé une série d'attaques de drones sur une centrale nucléaire et un terminal pétrolier russe. Oui, des infrastructures énergétiques russes qui ont été visées dans la nuit par des drones ukrainiens. Donc l'un de ces appareils a d'ailleurs été abattu par la défense antiaérienne, ce qui a causé un incendie sur le terrain d'un site nucléaire situé dans la région russe de Koursk. Il y a aussi eu une attaque d'un dépôt pétrolier, cette fois situé à proximité de la ville de Saint-Pétersbourg, toujours avec des drones ukrainiens qui ont visé cet endroit. On le sait, depuis plusieurs semaines, l'Ukraine vise volontairement des raffineries et dépôts pétroliers en Russie, justement pour peser au maximum sur l'économie russe. Mais il y a aussi une autre réalité sur le terrain, même si l'on vient d'apprendre justement ce que vous disiez par rapport à l'armée ukrainienne. C'est vrai que chaque jour, chaque semaine, l'armée russe continue de gratter du terrain, notamment dans la région de Donetsk. On sait aussi, et c'est une information qu'a donnée Kiev en milieu de semaine, que la Russie serait en train d'accumuler des troupes, cette fois dans le sud-est de l'Ukraine occupée,
à proximité de la ville de Zaporizhia, ce qui laisse à penser qu'il pourrait y avoir une offensive militaire dans les jours ou les semaines à venir. Ça prouve bien que la guerre continue malgré le contexte diplomatique que l'on connaît actuellement. Merci beaucoup Pierre Barbin, en direct de Kiev avec Fantine Danzer pour les images. La guerre en effet qui continue. Preuve en est cette déclaration du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui accuse les pays occidentaux de chercher, je cite, à empêcher les négociations de paix. Ils ne font que chercher un prétexte pour empêcher les négociations et veulent que cela ne soit pas perçu comme de leur faute ou de celle de Zelensky. Zelensky qui est également obstiné, posant des conditions et exigeant une rencontre immédiate avec Poutine, et ce à tout prix. C'est une tentative de violation du processus initié par les présidents Poutine et Trump qui a apporté de très bons résultats. Nous espérons que ces tentatives vont échouer. Une fois n'est pas coutume, on va essayer de décrypter toutes ces déclarations avec vous, Général Pellistrandi. La Russie qui, déclaration après déclaration, a toujours le même objectif, d'essayer on a l'impression d'inverser la faute et de faire comprendre que c'est la faute de l'Ukraine si cette paix elle ne vient pas. Exactement. Et dans les alliés occidentaux, les Européens. Ouais. Donc en fait, ce sont donc effectivement Volodymyr Zelensky et les alliés européens qui font tout pour empêcher une paix qui est négociée entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Donc c'est ça ce qui est extrêmement inquiétant, parce qu'on voit bien que l'objectif du Kremlin, c'est en quelque sorte de diviser. Vous savez, c'est diviser pour mieux régner en quelque sorte. Diviser les Européens par rapport à Donald Trump, dont la position est souvent très ambiguë vis-à-vis de Moscou, diviser en quelque sorte les opinions publiques pour dire non, nous on est gentils en quelque sorte, nous on est prêts à négocier, la capitulation de l'Ukraine. Donc oui, c'est très compliqué sur le plan diplomatique, et bien entendu, on voit bien que les propos de Sergueï Lavrov sont toujours dans cette continuité, donc au service des objectifs politiques de Vladimir Poutine. Autre propos très important, Général Pellistrandi, ce sont ceux de J.D. Vance, le vice-président américain sur NBC. Il a expliqué que les Russes avaient fait des concessions importantes au président Trump pour la première fois en 3 ans et demi de conflit. Ils veulent en fait être flexibles sur certaines de leurs exigences fondamentales. On ne serait pas un tournant, La question, c'est de savoir justement quelles concessions Vladimir Poutine a-t-il fait à Donald Trump? Parce que là, pour le moment, on est quand même dans un grand flou artistique en disant, et sachant que les positions de J.D. Vance sont très hostiles à l'Ukraine. Il ne dit pas ça au hasard, là. Oui, il ne dit pas ça au hasard, mais justement, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont ces questions, justement, cette flexibilité, sur ces fameuses exigences fondamentales. Et je les rappelle, c'est en fait la reconnaissance de l'annexion des territoires occupés par la Russie, voire même un peu plus, c'est la démilitarisation du régime, sa neutralisation et le changement de régime. Donc tout ça, derrière, quelles sont les propositions que Moscou avait à l'égard de Donald Trump? Parce que, et là, on voit bien aussi dans la déclaration de J.D. Vance que ça se discute entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et que tant pis pour les Ukrainiens qui sont, hélas, les victimes de cette guerre. Merci beaucoup, Général Pellistrandi, pour ces décryptages sur ce qui se passe donc sur le front de la guerre en Ukraine. À 16h22, toute autre chose à présent. On revient en France, on est à moins d'une semaine, vous le savez, de la rentrée, notamment scolaire. Alors avez-vous déjà fait les courses des fournitures scolaires? Si oui, vous avez peut-être remarqué que leur prix est en légère baisse, ça c'est la bonne nouvelle. Mais pour la première fois depuis des années, eh bien ça arrive. Ce n'était pas encore le cas il y a peu, mais ça pourrait remonter. Attention sur ces dernières semaines avant la rentrée. Reportage de Coralie Henel et Léa Morel. Fini les vacances, c'est l'heure des fournitures. Alors, j'ai des cahiers, des porte-vues et tous les matériels qui vont dans la trousse. Mais c'est dur pour tout le monde, pour les enfants, pour les parents de reprendre en fait. Pour d'autres, la rentrée est la bienvenue après 2 mois de vacances. Moi, je suis contente qu'il y ait l'école bientôt. Et toi? Oh, il n'est pas content, lui. Moi, je veux que jouer à la play. Que à la play. Waïd, lui, a une mission un peu spéciale pour son fils qui rentre en CP franco-allemand. Dans les classes allemandes, il faut faire un cadeau
et remplir avec des fournitures particulières. Ça s'appelle une Schultüte. Et de fabriquer une Schultüte pour mon fils et trouver comment la remplir. Donc c'est du superflu, mais pour donner envie d'aller à l'école. Cette année, le panier moyen s'élève à 211,10 € selon Famille de France, soit une baisse de 5,53% en un an. Pourtant, le prix reste la principale préoccupation des parents, selon la gérante du magasin. Ils sont stressés parce qu'ils ont peur que ça coûte cher. On a un poids promo qui est très important puisqu'il ne cesse d'augmenter d'année en année pour arriver jusqu'à 20% des articles qui sont achetés qui sont en promotion. Le magasin, lui aussi, enregistre une hausse de 20% de sa fréquentation par rapport à l'an dernier. On souhaitait maintenant vous montrer des images vraiment impressionnantes. C'est un éboulement de falaise qui s'est produit vendredi en Seine-Maritime. Et précisément sur la plage des Petites Dalles, c'est à Saint-Martin-au-Buneau que ça s'est produit. Un incident qui heureusement n'a fait aucune victime, mais la municipalité met en garde contre un phénomène qu'elle dit être courant. Julia Siger, Raphaël Luce. Ce vendredi, en fin de journée, des morceaux de falaise se sont décrochés, puis effondrés. La scène s'est déroulée sur la plage des Petites Dalles en Seine-Maritime, sous le regard médusé des passants. Le pan entier s'est écrasé sur les galets de la plage, a dégagé une énorme fumée dense, massive, blanche, épaisse et collante. Si bien toutes les voitures étaient recouvertes, les gens étaient recouverts. Heureusement, personne n'était en dessous à ce moment-là. Aucune victime n'est à déplorer. Sur la vidéo jouée au ralenti, on distingue nettement 3 blocs s'écrouler et l'épais nuage de craie. Si le phénomène est spectaculaire, il n'est pas rare. Les éboulements sont fréquents sur cette côte. En effet, la falaise est fragilisée par l'érosion marine et les habitants en sont bien conscients. C'est un phénomène qui reste avant tout naturel, l'érosion, avec la force des marées, la force des vagues qui tapent contre le bas des falaises. C'est assez normal vu que c'est de la craie. Mais c'est inquiétant. Un nouvel incident qui rappelle qu'il faut faire preuve de prudence et de vigilance aux abords des falaises normandes. Pierre Bazin, maire de la commune, a tout de suite pris des mesures de sécurité. J'ai demandé à mes agents de la voirie de sécuriser l'endroit pour empêcher d'aller sur l'éboulement en fait. Des barrières ont été installées et un arrêté pris pour interdire l'accès à la plage. 16h26, restez avec nous. Dans quelques petites minutes, nous reviendrons sur cette actualité du jour. La réquisition du parquet de Créteil pour la mise en examen pour meurtre du principal suspect dans l'affaire des 4 corps retrouvés dans la Seine au niveau de Choisy-le-Roi il y a moins de 2 semaines maintenant. Également réquisition pour sa détention provisoire. L'homme qui n'a toujours pas livré les détails sur les raisons éventuelles de son passage à l'acte. Un homme qui est toujours considéré comme un suspect dans cette affaire dans laquelle, en revanche, les identités des cadavres ont été livrées au compte-gouttes. On fait le point dans un instant. Tout de suite, la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous ? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec Imaprotect. Alarme et télésurveillance. Bonjour à tous. Le temps promet d'être agité en milieu de semaine et en cause cette dépression, vous voyez, Erin qui est en approche à l'ouest de l'Irlande. Mais en attendant, nous sommes protégés par l'anticyclone. Résultat, un temps plutôt calme et ensoleillé pour ce lundi matin, avec toutefois d'épais nuages élevés présents qui arrivent par l'Atlantique, quelques gouttes de pluie au sud-ouest, des entrées maritimes en bord de Méditerranée, une grisaille qui va se mêler à ces nuages élevés dans l'après-midi. Résultat, sur la frange sud, ce sera bien chargé avec quelques gouttes de pluie. Un coup de tonnerre possible du côté des Pyrénées-Orientales. Côté Mercure, au lever du jour, c'est parfois bien frais sur la moitié nord. Seulement 6 degrés à Auxerre, 9 à Nancy, 15 degrés à Paris, jusqu'à 21 sur la Côte d'Azur. Et dans l'après-midi, les températures seront en hausse, particulièrement sur la moitié nord, avec 27 degrés à Paris, tout comme à Strasbourg. Il fera bien chaud au sud-ouest, 32 degrés à Toulouse, 34 du côté de Bordeaux. Par la suite, ce sera donc bien plus agité déjà dès mardi avec une perturbation qui arrive au nord-ouest. Et
Et puis la masse d'air va devenir de plus en plus instable sur les régions centrales tout d'abord. Puis mercredi, surtout à surveiller cette journée du sud-ouest jusqu'au nord-est. On retrouvera une dégradation orageuse avec des orages potentiellement violents. Soyez donc très prudents. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. Bientôt 16h30, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à la une de l'après-info, cette actualité judiciaire tout d'abord avec le parquet de Créteil qui requiert la mise en examen et la détention provisoire du principal suspect dans l'affaire des 4 corps trouvés dans la Seine il y a 11 jours au niveau de Choisy-le-Roi. Après 4 jours de garde à vue lors de laquelle il est resté muet sur les faits, le sans domicile fixe mis en cause a été présenté à un juge. Nous ferons le point sur l'enquête avec Marie Roux qui se trouve devant le tribunal judiciaire de Créteil. L'Ukraine qui fête aujourd'hui les 34 ans de son indépendance, célébration auquel le président Zelensky a convié le Premier ministre canadien et l'émissaire américain alors que la guerre en Ukraine en est à ses 3 ans et demi aujourd'hui également. Pour marquer l'événement, Kiev a lancé plusieurs attaques de drones sur une centrale nucléaire et un terminal pétrolier russe. Une rentrée à la hauteur de l'histoire après les prises de parole publiques en juillet, puis les podcasts et vidéos durant l'été. François Bayrou tente donc une nouvelle fois de convaincre de son budget dans la presse aujourd'hui et demain en conférence de presse. Le Premier ministre qui essayera de peser alors que les menaces sont sur lui au niveau des mobilisations du 10 juillet et d'une motion de censure également. Et puis cette triste double noyade dans un parc d'Orly dans le Val-de-Marne. 2 cousins âgés de 3 et 4 ans ont été retrouvés morts dans les eaux d'un étang pourtant interdit à la baignade. Une enquête est en cours. Mais tout d'abord, l'actualité judiciaire, donc avec la fin de ces 4 jours de garde à vue à l'encontre du principal suspect des 4 meurtres à l'origine de la découverte de ces cadavres dans la Seine à hauteur de Choisy-le-Roi. Présenté à un juge ce matin, le parquet de Créteil a requis contre lui une mise en examen pour meurtre en concours et la détention provisoire. Le point sur l'enquête avec Marie Roux, Baptiste Deveau et Mathéo Pasto. Après de nouvelles constatations et l'exploitation de données numériques, les enquêteurs se sont intéressés à un homme sans domicile fixe âgé d'une vingtaine d'années, résidant dans un squat aux abords du lieu de découverte des corps. Cet homme avait d'ailleurs été contrôlé sur le secteur le 13 août dernier, jour où les corps ont été repêchés. Le 5 août déjà, des policiers le contrôlent dans son squat en possession de 2 téléphones et de cartes d'identité qui ne lui appartiennent manifestement pas. Il est à l'époque laissé libre avec une convocation judiciaire pour recel. Depuis, le parquet a découvert que ses effets personnels appartenaient à 2 des 4 victimes repêchées dans la Seine. Des victimes dont l'identité se précise également. Le premier, Abdallah, sans domicile fixe de 21 ans, a disparu fin juillet. Ce jeune homme de nationalité algérienne était une connaissance du mis en cause. Le second, Amir, 26 ans, a disparu le 31 juillet. Cet homme de nationalité tunisienne fréquentait le même squat que le principal suspect. La 3e victime se prénomme Sami. De nationalité algérienne, cet homme de 21 ans est porté disparu le 7 août dernier. Aucun lien n'a pu être établi avec le mis en cause. Le dernier corps identifié est celui de Franz, un homme de 48 ans de nationalité française. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis le 11 août. L'enquête révèle notamment que Franz fréquentait les abords du lieu de découverte des corps, un lieu connu pour être une zone de rencontre éphémère entre homosexuels. La piste de crime en série à caractère homophobe est donc envisagée par les enquêteurs. Toutes ces investigations ont amené à l'ouverture d'une enquête pour meurtre en concours, une qualification rare. Donc plusieurs meurtres, donc évidemment sur plusieurs personnes avec plusieurs victimes, dans un temps distinct, sans qu'effectivement il y ait une condamnation entre ces meurtres-là. La garde à vue du mis en cause a été levée ce matin, une garde à vue durant laquelle l'homme est resté mutique sur les faits qui lui sont reprochés. Cela fait maintenant 11 jours que les 4 corps masculins immergés dans la Seine ont été retrouvés. Marie Roux, bonjour, vous êtes notre envoyée spéciale au tribunal judiciaire de Créteil. Le parquet nous a appris que le mis en cause a gardé le silence sur les faits reprochés lors de ces 96 heures de garde à vue.
En effet, Valentin, le parquet de Créteil a confirmé que le principal suspect avait gardé le silence tout au long de sa garde à vue, 96 heures où il n'a pas dit un mot sur les faits qui lui sont reprochés. Il a livré quelques éléments succincts sur sa vie, mais en tout cas, il a expliqué son silence en raison de la barrière de la langue. C'est pourquoi un interprète était présent pour chacune de ses auditions. Son identité reste floue. Il se présente comme un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, sans domicile fixe. Il était déjà connu des services de police, notamment pour des faits de recel et de vol. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le lieu où ont été retrouvées les 4 victimes est un squat situé sur les bords de Seine, fréquenté souvent par les personnes sans domicile fixe. Et le principal suspect y était un habitué. Et c'est grâce à l'exploitation des vidéoprotections et de la téléphonie mobile que les enquêteurs ont pu établir un lien entre le principal suspect et les 4 victimes. Marie Roux, il y a aussi ces informations qui arrivent peu à peu dans le cadre de cette enquête et qui concernent l'identité de ces 4 victimes. En effet, les enquêteurs ont pu identifier au fur et à mesure les 4 victimes qui ont été retrouvées dans la Seine à Choisy-le-Roi le 13 août dernier. À commencer par la première victime, il s'agit d'un homme âgé de 48 ans, de nationalité française. Sa disparition avait été signalée le 11 août dernier. Et ce que l'on sait, c'est que c'était un habitué de ces lieux situés sur les bords de Seine. La deuxième victime est un jeune homme âgé de 21 ans, de nationalité algérienne. Il n'avait donné aucun contact à ses proches depuis le 11 août dernier. Et puis il y a les 2 autres victimes qui également ont pu être identifiées. Il s'agit de 2 hommes, l'un âgé de 21 ans, l'autre âgé de 26 ans. Ils étaient sans domicile fixe. En tout cas, l'autopsie a pu montrer que sur 2 corps, sur les 4 corps qui ont été repêchés dans la Seine, 2 présentaient des traces d'homicide. Le premier des traces de strangulation, le second des traces de lésions, de violence. Et c'est ces traces d'homicide qui ont décidé, les magistrats, à regrouper les 4 procédures qui avaient été ouvertes au départ en une seule et même enquête pour meurtre en concours, c'est-à-dire meurtre multiple. Merci beaucoup Marie Roux. Vous étiez avec Baptiste Deveau et à l'instant on apprend, selon l'agence France Presse, que le suspect vient d'être mis en examen pour ces 4 meurtres. On aura l'occasion d'y revenir avec le service police-justice. Nous sommes avec Marc Rolland, capitaine gendarmerie, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Merci d'être toujours à nos côtés. On vient de l'apprendre là à l'instant. Le suspect a été mis en examen pour 4 meurtres. Les enquêteurs suspectaient peut-être un tueur en série. On est sur quelque chose d'assez rare, de peu commun quand même. En tout cas, la mise en examen témoigne qu'il existe à son endroit des indices graves et concordants qui laissent suggérer, à ce stade de l'instruction judiciaire, sa participation pleine et entière dans ces crimes. Alors, qu'est-ce qu'il risquerait, cet individu, s'il était reconnu coupable à l'issue de toutes les procédures, la procédure qui va se poursuivre après cette mise en examen ? Vous imaginez bien que dans le cas d'espèce, nous sommes dans le haut du spectre du code pénal et les peines encourues sont des peines de nature criminelle, en l'espèce des condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité si d'aventure sa culpabilité devait être reconnue. Et là, ils vont travailler comment, les enquêteurs? Puisqu'il y a 4 corps qui ont été retrouvés, d'accord, mais si cette personne mise en examen est une personne habituée des lieux, est-ce qu'il pourrait y avoir des recherches sur d'autres cadavres retrouvés encore dans la Seine, plus loin? Tout à fait. Et là où nous en sommes actuellement au stade de l'instruction judiciaire, c'est-à-dire que le directeur de l'activité judiciaire n'est plus le procureur, mais le juge d'instruction. Et il lui appartient, au titre de son instruction, de son enquête judiciaire, de mettre en œuvre tout l'arsenal juridique, technique et scientifique pour consolider les éléments actuellement détenus dans le dossier et, le cas échéant, découvrir des co-auteurs, des complices, voire des receleurs des infractions. Est-ce que dans votre expérience, vous avez peut-être en mémoire des cas similaires ou en tout cas qui peuvent y faire penser à cette affaire et qui nous donneraient peut-être aussi une indication sur la longueur de cette instruction qui va démarrer? Alors, en ce qui concerne la nature des investigations, je peux vous avancer que ça serait une instruction longue, complexe et technique. Et j'imagine qu'en deçà de 2 à 3 ans d'instruction, on n'en verra pas le bout parce qu'il y a une multiplicité de mises en cause au titre des victimes
et il y a surtout un manque de coopération manifeste de la part de la personne mise en examen. Autant d'éléments qui vont alourdir les investigations judiciaires à mener. Merci beaucoup Marc Rolland d'avoir été avec nous à distance sur l'antenne de BFM TV et donc pour évoquer cette mise en examen de ce suspect donc pour les 4 meurtres à Choisy-le-Roi. On parle d'un tout autre sujet maintenant avec ce rendez-vous important, François Bayrou qui va s'exprimer demain à partir de 16h lors d'une conférence de presse. Il vient défendre de nouveau son futur budget 2026. Hugo Capelli, vous êtes toujours à nos côtés en plateau. Faut dire qu'on a été surpris et apparemment des ministres également. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce rendez-vous de demain? Ça commence à s'organiser. Il faut dire qu'on est à moins de 24 heures de l'événement tout de même. On sait qu'il y a en effet la possibilité que plusieurs ministres soient autour de François Bayrou lors de cette conférence de presse. Ça veut donc dire que les agendas sont en train de bouger puisqu'à partir de demain, on le savait, c'était inscrit. Le gouvernement devait commencer des consultations pour parler de ce budget, notamment avec les syndicats, avec les groupes parlementaires. Ça veut dire que certaines réunions vont très certainement tomber à l'eau pour que les ministres puissent participer à cette conférence de presse. On ne sait pas encore ce que va dire François Bayrou, le Premier ministre qui travaille sur son discours, qui a l'habitude d'écrire ses propres discours quand le moment est important. En l'occurrence, c'est un moment primordial parce que c'est sa rentrée politique. Le budget, il en parle depuis des semaines et des semaines. Et là, il rentre dans un temps difficile puisqu'il va y avoir très prochainement les débats à l'Assemblée nationale. François Bayrou qui va très certainement redire aux opposants politiques notamment qu'il est ouvert aux négociations. Il a toujours fait cette main tendue-là en disant « Moi, je veux faire 44 milliards d'euros d'économies. En revanche, si vous avez d'autres propositions parce que ce que j'avance ne vous convient pas, je suis prêt à les entendre. » Il l'a encore redit ces derniers jours, par exemple sur les 2 jours fériés. Il est prêt à bouger, alors pas forcément à revenir sur la suppression des 2 jours fériés, mais en tout cas peut-être à changer de jour, peut-être remplacer le 8 mai par un autre jour férié à supprimer. C'est vraiment la rentrée de François Bayrou. Politique et sociale cette semaine, puisque après cette conférence de presse, il rencontrera la CFDT, il rencontrera le MEDEF, et on le sait, il va y avoir des consultations, des négociations avec les différents groupes politiques. Il y a un cadre socialiste qui nous disait il y a quelques instants qu'il avait quand même quelques doutes et que, vu ce qui se passait en ce moment, on s'approchait quand même très proche d'une validation de la censure, puisque François Bayrou ne les a pas appelés de l'été. Il n'y a pas eu d'échange très important avec les socialistes. Et donc, en l'état, la situation s'avère compliquée pour François Bayrou s'il n'y a pas d'évolution. Ce qu'on sait, en tout cas, à l'heure actuelle, hein, Hugo, merci, c'est que cette motion de censure, elle a été déposée du côté de la France insoumise. Les insoumis qui sont réunis à Châteauneuf-sur-Isère, hein, dans la Drôme, pour leur université d'été. Et c'est là qu'on vous retrouve, Anthony Lebos. Vous êtes notre envoyé spécial et vous avez interviewé hier leur chef de file, Jean-Luc Mélenchon, qui affûte forcément sa stratégie, hein, à l'approche de cette rentrée politique sur 2 plans, à la fois sur cette mobilisation citoyenne du 10 septembre, mais aussi sur cette motion de censure, donc. 2 mots d'ordre pour cette rentrée de la France insoumise, les 2 mêmes d'ailleurs que l'année dernière, censure et mobilisation. Jean-Luc Mélenchon nous l'a martelé lors de sa grande interview hier sur BFM TV. Il appelle au blocage général, à la grève générale le 10 septembre prochain. Il veut mener une offensive politique, c'est ce qu'il dit, sur tous les terrains, dans le viseur du leader de la France insoumise, François Bayrou, son gouvernement et ses propositions budgétaires que Jean-Luc Mélenchon juge injustes et brutales. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, c'était hier. Il y aura une grève, et je l'espère, une grève générale si les syndicats le décident. Et dans l'ordre républicain, quand on est un gouvernement, eh ben on essaye, quand on n'est pas d'accord avec lui, soit de le faire changer de trajectoire, soit de le faire tomber. Il est impossible de faire changer de trajectoire, M. Bayrou. Les socialistes nous ont mis dans une mouise pas possible en croyant qu'ils pouvaient s'entendre avec lui. Il trompe tout le monde. Eh bien, donc, nous allons le faire tomber le 23 septembre. François Bayrou mène une politique de classe qui ne demande aucun effort aux riches, dit-il aussi à propos du Premier ministre. Et Jean-Luc Mélenchon en est persuadé. Il ne reste plus que quelques semaines de vie pour le gouvernement de François Bayrou. D'ailleurs, la France insoumise va déposer une motion de censure à partir du 23 septembre prochain, date de reprise parlementaire à l'Assemblée nationale. Et Jean-Luc Mélenchon ne veut pas perdre de temps. Message d'ailleurs directement adressé à ses partenaires socialistes qui veulent tenter de négocier avec le gouvernement, mais aussi au Rassemblement national qui fait planer toujours la menace de la censure sur la tête de François Bayrou. Merci beaucoup Anthony Lebos. Vous étiez avec Vincent Berthezet. On continue à parler de ce sujet avec un député, Frédéric Petit. Vous êtes député démocrate des Français établis hors de France. Est-ce que vous pensez que demain, François Bayrou doit arriver avec une copie revue et corrigée pour présenter son budget ?
Je suis parlementaire, c'est pas le budget de François Bayrou qui va être le budget de la France, c'est le budget du Parlement. Je rappelle quand même ce matin j'étais en débat sur votre antenne, le 49.3 c'est aussi un budget qui passe par le Parlement, même quand ça passe par le 49.3, la preuve c'est que le budget de M. Barnier n'a pas été adopté par le Parlement et M. Barnier est tombé. Donc on n'en est pas là. M. Bayrou aujourd'hui donne des axes, il appelle à la responsabilité. Je pense que, vous savez, notre parti a eu 100 ans il y a un siècle et on disait à ce moment-là, il y a 100 ans, que la démocratie, c'est des citoyens éclairés et responsables. Donc il faut leur expliquer ce qui se passe et il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Maintenant, sur ce mouvement du 10 septembre, je crois qu'il y en a une autre qui est prévue après, évidemment qu'il faut que la colère s'exprime. Elle doit toujours s'exprimer, mais vous l'avez dit vous-même, la colère est protéiforme. On ne construit pas sur la colère. Alors, l'exemple de M. Mélenchon, c'est voilà, est-ce qu'il veut plus d'impôts, est-ce qu'il veut moins d'impôts? Personne ne sait. Il rejoint un mouvement, vous l'avez dit à mi-mot, votre éditorialiste l'a dit à mi-mot, qui nous remet aussi dans la géopolitique, parce que ce mouvement est manifestement gonflé et on est en guerre. On n'est pas comme les Ukrainiens bombardés par des bombes, on est bombardés par des messages. Et ça, c'est important. Il faut aussi que les Français en soient conscients. Il faut que chacun revienne à sa propre responsabilité. On a le droit de ne pas être d'accord avec nous. On a le droit de ne pas être d'accord. Moi, j'adore ne pas être d'accord. C'est pour ça qu'il y a de la démocratie et qu'il y a des institutions. Frédéric Petit, une question quand même. Il y a plus d'un Français sur deux qui est opposé à ce budget, plus d'un Français sur deux qui défend la journée de blocage du 10 septembre prochain. Il faut quand même que François Bayrou revoie au minima sa copie, non ? Mais c'est pas la copie du budget. Regardez, je vous prends un exemple dans ce qu'a dit M. Mélenchon hier. Il parle de la taxe Zuckman. Elle y est. On l'a dit, on ne veut pas, nous, la taxe Zuckman parce qu'elle est mal ficelée, parce qu'il faut la retravailler. Mais nous le disons, nous étions contre l'ISF. Notre parti, le parti de M. Bayrou, était contre l'abrogation de l'ISF. Nous sommes pour plus de répartition. Mais il faut travailler, il ne faut pas crier. Le Parlement, on y parle, c'est pas un hurlement où on hurle. Donc, et on dit n'importe quoi et tout et son contraire le lendemain matin. Il faut respecter les institutions. Les institutions de notre République, qui sont beaucoup plus solides qu'on ne le croit, servent à ne pas être d'accord. Ça sert à ne pas être d'accord. Et aujourd'hui, M. Mélenchon, et vous avez dit, j'ai cru que c'était une blague à mi-mot, vous avez dit tout à l'heure, un de vos éditorialistes a dit qu'il avait dit les mêmes messages que l'an dernier. Oui, c'est les mêmes messages qu'il dit depuis qu'il a compris que le Parlement et la France ont envie d'avoir plusieurs courants politiques, pas que deux. 5, 6, et ça c'est la France. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait un Parlement où on travaille, on se pose des questions, personne ne conteste que nous dépensons trop, personne ne conteste que nous dépensons trop, que nous dépensons mal. Donc ça, il faut le prendre en compte et il faut se mettre au travail. Et puis c'est dans 15 jours que ça commence. Aujourd'hui, M. Bayrou ne donne que des indications générales. Et dans ce contexte, donc, ne manquez pas ce rendez-vous à suivre en direct sur BFM TV, la prise de parole de François Bayrou, édition spéciale dès 15h, demain, lundi, avec nos invités, nos experts, pour décrypter cette conférence de presse du Premier ministre dans un contexte, vous l'avez compris, de rentrée sociale et politique chargée. L'actualité, c'est également l'Ukraine qui célèbre aujourd'hui les 34 ans de son indépendance de l'ex-URSS. Et pour l'occasion, et alors que les Occidentaux tentent d'arracher un cessez-le-feu au Kremlin, Volodymyr Zelensky invite à Kiev le Premier ministre canadien Mark Carney et l'émissaire américain Keith Kellogg. Oui, une fête qui coïncide également avec un autre marqueur, les tristes 3 ans et demi, jour pour jour, du début de la guerre en Ukraine. Et dans le pays, le moral des soldats, vous allez le voir, oscille entre espoir de paix et colère contre l'envahisseur russe. En reportage de nos envoyés spéciaux, Pierre Barbin et Fantine Lanzer. Sa vie a basculé au mois d'octobre 2022. Ce sniper de l'armée ukrainienne était en mission dans la région de Bakhmut lorsqu'il a reçu une balle dans le cou. Il est aujourd'hui paralysé. Aujourd'hui, je ne ressens plus rien en dessous du torse. Mais le plus important, c'est que j'ai toujours mes mains et ma tête. Sacha a pourtant choisi de rester vivre en Ukraine avec sa compagne, car il croit à l'indépendance de son pays. Les Ukrainiens continueront à se battre jusqu'au bout. Nous ne baisserons pas les bras et l'Ukraine restera libre. Pour ce week-end de célébration, le couple retrouve des amis. L'occasion de se remémorer certains souvenirs. Mais la guerre n'est jamais très loin. Ça, c'est chez moi, dans la région de Kherson. Elle est sous occupation depuis le début de la guerre. Je sais que ce sera douloureux et difficile, mais mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est notre victoire. Anton est d'ailleurs soldat sur le front ukrainien. Il est en permission pour la première fois depuis 8 mois.
Il dit aujourd'hui avoir une mission à mener. On se bat pour notre indépendance. C'est le devoir de notre génération. On doit le faire pour nos ancêtres. L'Ukraine célèbre donc aujourd'hui sa 34e année d'indépendance avec un espoir encore plus fort que les années précédentes sans doute, celui de trouver enfin un accord de paix et obtenir des garanties de sécurité solides pour le pays. Et alors que le Premier ministre canadien Mark Carney, donc invité à ces célébrations aujourd'hui, appelle à un cessez-le-feu pour, dit-il, mettre fin aux tueries, écoutez également le président ukrainien qui lui rappelle l'importance de cette coalition des volontaires dont fait partie le Canada. Bien sûr, en premier lieu, des pays capables de protéger l'Ukraine, comme l'a dit très justement le Premier ministre, dans les airs, en mer et sur terre. La question de la présence sur le terrain, comme on dit, des bottes sur le terrain est importante pour nous. Il est trop tôt pour en parler, bien sûr, mais l'infrastructure sera d'abord préparée. Et bien sûr, l'armée ukrainienne jouera un rôle important dans cette infrastructure. On revient à présent en France avec cette tragédie du côté d'Orly, une double noyade. 2 enfants de 3 et 4 ans ont perdu la vie hier dans un parc municipal à Orly, dans le Val-de-Marne. Ils étaient cousins. Oui, leurs corps ont été retrouvés immergés dans un étang du parc, pourtant interdit à la baignade. La raison de cette noyade est encore inconnue. Une enquête est ouverte et une cellule psychologique sera également ouverte dès demain par la municipalité. Adrien Spiteri. C'est devant cette bâtisse, dans ce plan d'eau, que le drame s'est déroulé hier. 2 enfants de 3 et 4 ans sont morts noyés dans l'après-midi. Alors ce matin, pour ces habitués du parc des Méliès, c'est le choc. Oh bah c'est terrible, hein. Ça fait un coup. Hein. Vous vous rendez compte, des enfants de 3 et 4 ans qui se noient, c'est affreux quand même. Et à mon avis, ces 2 enfants sont descendus tout seuls là-bas, puisqu'il y a 2 ballons qui sont restés là, je pense que c'était à eux. Emilia promenait justement son chien quand les recherches ont commencé. J'ai entendu juste un monsieur ici sur le chemin qui appelait. Et là, j'ai compris qu'il cherchait un enfant. Et ce n'est qu'un long moment après qu'une voisine m'a appris que la disparition de 2 petits garçons. Purement décoratif, ce plan d'eau est interdit à la baignade. Pourtant, selon un riverain, des accidents ont déjà été évités de justesse. Des épisodes où des enfants ils sont tombés dans l'eau mais qui ont été repêchés à temps ou leurs parents ils ont été assez réactifs pour les sortir. J'imagine qu'ils attendaient la rentrée scolaire maintenant, qu'ils se préparaient et ils sont juste sortis pour jouer un petit peu. Ils se sont retrouvés dans un drame comme ça, j'ose même pas imaginer. On ne sait pas à ce stade comment les enfants se sont retrouvés dans le plan d'eau, mais ils rejoignent la longue liste des personnes mortes noyées cet été. 268 décès ont été recensés entre le 1er juin et le 13 août. L'infotrafic maintenant. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Ça a été très compliqué hier sur les routes. C'était un peu plus facile aujourd'hui dans le sens des départs. Vous le voyez, vert partout et du orange en ce qui concerne les retours. Bon courage si vous reprenez le travail demain. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Tout de suite, la météo, Éléonore Bocara. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Le temps promet d'être bien agité en milieu de semaine. En cause, la dépression Erin en approche ici à l'ouest de l'Irlande. Mais en attendant, nous sommes toujours protégés par l'anticyclone. Résultat, pour ce lundi matin, un temps bien ensoleillé et assez lumineux sur les 3 quarts du pays. À noter ces épais nuages élevés qui arrivent par l'Atlantique et quelques gouttes de pluie sont attendues au sud-ouest. Il y a aussi pas mal d'entrées maritimes du côté de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, les deux vont se rejoindre. Résultat, un ciel bien chargé au sud avec parfois quelques ondées et un coup de tonnerre attendu
attendu du côté des Pyrénées-Orientales. Côté Mercure, au lever du jour, c'est parfois bien frais, comme à Auxerre, avec seulement 6 degrés et 9 pour Nancy. Sinon 15 degrés à Paris, jusqu'à 21 sur la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, les températures seront clairement en hausse sur la moitié nord et sur l'ensemble du pays. On sera 3 à 4 degrés au-dessus des valeurs de saison, 27 degrés à Paris, tout comme à Strasbourg, 31 degrés pour Lyon ou Grenoble et on monte jusqu'à 34 degrés pour la région bordelaise. Pour la suite, on va avoir une perturbation qui arrive par le nord-ouest. La masse d'air va commencer à s'instabiliser, notamment vers les régions centrales. Ça va se décaler un petit peu vers l'est en soirée. Et c'est surtout la journée de mercredi qui est particulièrement préoccupante, puisque l'on attend cette dégradation orageuse du sud-ouest jusqu'au nord-est du pays. Des orages qui pourront être localement bien intenses. Et en plus, une nouvelle perturbation qui arrive par la pointe bretonne. Pour la journée de jeudi, encore des orages au programme sur une bonne partie du pays. On attend également pour vendredi de bonnes pluies qui arriveront par l'ouest et par la suite, on va retrouver ce temps un petit peu plus calme mais encore un petit peu humide. Une ambiance plutôt automnale pour la rentrée avec les températures qui entre-temps auront bien baissé. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec Ima Protect, alarme et télésurveillance. Reste avec nous sur l'antenne de BFM TV. Dans un instant, nous allons reparler de l'actualité et ce SDF de 24 ans qui a été mis en examen pour 4 meurtres à Choisy-le-Roi. Souvenez-vous, c'était le 13 août dernier. 4 corps des hommes qui avaient été découverts flottant dans la Seine. Eh bien, même s'il a tenu à garder le silence durant ces 96 heures de garde à vue, l'homme soupçonné de ces meurtres a été mis en examen. Il pourrait être placé en détention provisoire. On en parle dans un instant. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Julien Arnaud et je vous attends avec impatience sur BFM TV. Au programme, de l'info brûlante, réactive, passionnée, avec des témoignages, des débats et des points de vue engagés sur l'actualité. Il y aura tout cela dans Arnaud Direct, votre nouveau rendez-vous de la matinée pour vous accompagner et pour vous éclairer sur les grands enjeux de la journée. Arnaud Direct, votre nouveau rendez-vous 100% info, chaque jour à 10h en direct sur BFM TV. Attendez 2 secondes, je prends mes aides auditives. Ça, toi, j'ai jamais remarqué. Ah écoute, je peux plus m'en passer. La preuve, j'ai même une 2e paire quasiment invisible, c'est plus pour sortir. Eh ben, monsieur a les moyens, dis donc. Mais non, affle-loup. Chin Audio, votre 2e paire d'aides auditives pour 1 € de plus. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Afflelou. Dispositif médical. Warhammer 40 000 Combat Patrol, la collection officielle. Semaine après semaine, assemblez vos figurines et construisez 9 armées prêtes au combat. Grâce aux pinceaux, peinture et instructions, apprenez à jouer et rejoignez le phénomène mondial en rassemblant vos armées pour le jeu de bataille du 41e millénaire. Warhammer 40 000 Combat Patrol, le numéro 1, vos premières figurines, 1,99 € seulement. Moi, c'est Sandrine, j'ai perdu 21 kilos. Moi, avec Comme J'aime, j'ai perdu 11 kilos. Et moi, j'ai perdu 23 kilos. J'aime beaucoup cuisiner, donc je m'étais dit, bon, des plats tout faits. En fait, ils sont très bons, ils sont variés. Moi qui suis gourmande avec les petites touches sucrées, les petites crèmes dessert et tout ça, c'est vrai que c'est quand même appréciable. Enfin, j'étais agréablement surprise parce que je me dis, quand même, il faut manger des lasagnes le soir. Et avec ça, je vais perdre du poids. C'est génial. Alors, vous aussi, pour perdre du poids, avec de délicieux repas à partir de seulement 3,92 €, rendez-vous sur commej'aime.fr. C'est ta première carte bancaire, mon loulou. Oh, trop stylé. Tu veux que je te la garde? Non, t'inquiète. Puis je vais au ciné avec des copains, là. Ah, bah je peux venir avec vous. Non, c'est gênant. Je t'achèterai des bonbons, des petites Maman, glaces. j'ai 12 ans et maintenant j'ai une carte. Allez, ciao. Ça va aller. Riff SAV, bonjour. Vous savez compter jusqu'à 7? Oui. 1, 2, 3... Bravo. Alors pourquoi chez Free, ils sont déjà au Wi-Fi 7 sur la Freebox Pop et chez vous, il n'y a pas le Wi-Fi du tout? Dès qu'on saura comment le faire, vous serez la première à en bénéficier. Du Wi-Fi 7? Ah non, du Wi-Fi tout court. Merci, au revoir. Alors si tous nos abonnés servent de Free pour négocier, on est vraiment dans la panade. Ah, la panade. Obtenez plus grâce à Free, même si vous êtes shérif. Retrouvez la Freebox Pop avec le meilleur des Wi-Fi, le Wi-Fi 7. Merci Free.
Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Les amis, j'ai fait Comme J'aime il y a 7 ans et j'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Comme J'aime, ça marche pour tout le monde. Angélique, 36 ans de Cournon d'Auvergne, conseillère financière, a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Benjamin, 51 ans de Nantes, travaille dans le transport routier de marchandises, a perdu 28 kilos en 10 mois. Sandrine, 52 ans, qui habite Paris, contrôleur de gestion, a perdu 21 kilos en 1 an. Alors, pour perdre du poids, à partir de 3,92 € par repas. Rendez-vous maintenant sur comej'aime.fr. Comej'aime.fr, c'est important.fr. Louise est enfin libre. Elle va arrêter de faire le taxi pour son fils. Et ça, parce qu'elle lui a trouvé une voiture dans son budget grâce à la centrale. Vous aussi, téléchargez l'appli. Avec Vérissure, la protection de la famille Le Sage est passée de ça à ça. Grâce au nouveau détecteur extérieur Vérissure, la télésurveillance met les intrus en fuite avant même qu'ils ne pénètrent chez vous. Télésurveillance Vérissure. Vous êtes enregistré. Et les forces de l'ordre alertées. Avec Vérissure Défense Active, le leader de la télésurveillance vous protège dès l'extérieur. Votre diagnostic sécurité gratuit en vous rendant sur vérissure.fr ou en appelant le 3110. Chez U, chaque commerçant fait ce qui lui plaît. Ici à Anche, Sébastien a créé un service de bus pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Là, l'huile d'olive de Jean, producteur à Trèbes, vous la trouverez chez U, à Trèbes. Et à côté de Pau-d'Ensac, Julien et son magasin U sont à fond derrière l'équipe, évidemment. Et ça, c'est dans tous les magasins U. Être une coopérative de commerçants, c'est être libre d'agir localement, mais aussi de défendre partout en France votre pouvoir d'achat. Avec 150 produits U à prix coûtant, comme ces coquillettes U bio à 86 centimes. Des valeurs fortes et des prix bas. Coopérative U. Il est bientôt 17h, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de BFM TV, c'est un vrai plaisir de vous accompagner, on a beaucoup de choses à voir ensemble, on va notamment revenir sur cette mise en examen de cet homme, c'est ce SDF qui était soupçonné donc de 4 meurtres à Choisy-le-Roi, sa garde à vue s'est terminée ce matin, l'individu a été déféré au tribunal de Créteil et est donc mis en examen, soupçonné de ces 4 meurtres, ces corps qui avaient été retrouvés flottants le 13 août dernier à Choisy-le-Roi, il pourrait être dès ce soir placé en détention provisoire. L'actualité également politique avec cette rentrée politique et sociale qui s'annonce chargée pour le Premier ministre qui tentera une nouvelle fois de convaincre lors d'une conférence de presse demain dès 16h, probablement entouré de plusieurs ministres. Il veut justifier son budget et les coupes budgétaires qui vont avec. Le gouvernement craint la censure dès la rentrée parlementaire le 22 septembre. Et redoute également le blocage du pays avant cela. Et puis une centrale nucléaire, un terminal pétrolier visé par une attaque de drones russes dans la nuit. Voici comment l'Ukraine réagit lorsque ses appels à la paix sont ignorés, dit Volodymyr Zelensky, alors que l'Ukraine célèbre les 34 ans de son indépendance aujourd'hui en présence d'un émissaire américain. Nous serons à Kiev dans un instant, mais également du côté de New York. On reparle de Choisy-le-Roi, de ces 4 corps qui ont été retrouvés le 13 août dernier flottant dans la Seine. Boris Karlamov, c'est désormais confirmé. Le SDF qui est soupçonné de ces meurtres a été mis en examen. Absolument. Après 96 heures de garde à vue, il a donc été déféré ce matin devant un juge d'instruction au tribunal judiciaire de Créteil. Et il a été cet après-midi mis en examen pour 4 meurtres correspondant donc aux 4 corps repêchés dans la Seine. C'était le 13 août dernier. Ce sans domicile fixe va être désormais présenté à un juge des libertés et de la détention qui décidera de son éventuel placement en détention provisoire. À noter que le parquet de Créteil requiert son placement en détention provisoire. On en sait également plus dans cette affaire sur les 4 victimes. Oui, puisque le premier corps identifié par comparaison ADN était celui de Franz, un homme âgé de 48 ans, de nationalité française, résidant à Créteil. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis le 11 août dernier. Il pouvait fréquenter les abords du lieu de découverte des corps, nous fait savoir le parquet, un lieu connu pour être un lieu de rencontre homosexuelle éphémère. Son ADN aurait été retrouvé sur une trace de sang retrouvée sur les vêtements du suspect. Cet individu correspondait au corps qui présente des traces de strangulation. Il y a un deuxième corps qui a été identifié, toujours par cette comparaison génétique, avec cette fois-ci l'ADN extrait de la brosse à dents d'un homme dont la disparition avait été signalée le 7 août dernier. Il s'agit là de Samy, âgé de 21 ans, un homme de nationalité algérienne qui résidait à Choisy-le-Roi. Les 2 derniers corps étaient ceux de 2 hommes SDF fréquentant régulièrement les abords du lieu de la découverte des corps. Abdallah, âgé de 21 ans, de nationalité algérienne, donnait plus signe de vie depuis le
26 juillet. Ce jeune homme avait déjà été aperçu avec le suspect puisque des photos les montrent ensemble. Il serait là sa première victime. Et puis le second, Amir, âgé de 26 ans, de nationalité tunisienne, disparu depuis le 31 juillet. Il fréquentait le squat au bord de Seine à Choisy. Le suspect, donc le sans-abri, aurait utilisé sa carte bancaire après sa mort et il n'aurait en revanche pas de lien direct. Donc ce suspect n'aurait pas de lien direct avec les 2 premières victimes, mais serait donc ami avec les 2 premières victimes. Est-ce qu'on aurait une idée, Boris, du mobile ? Alors les enquêteurs suspectent cet homme âgé d'une vingtaine d'années dont il existe encore des doutes sur sa nationalité puisque lui se dit algérien, mais selon les enquêteurs il serait plutôt d'origine tunisienne. Ce suspect, il est suspecté donc d'avoir commis des crimes en série pour des motifs homophobes qui seraient peut-être liés à l'orientation sexuelle de ses victimes, une aversion qui pourrait notamment découler de la religion du suspect, adepte de l'islam radical, très rigoriste, conservateur, même on le dépeint comme salafiste selon les enquêteurs. Bref, c'est une piste comme une autre, mais il faut faire preuve de prudence sur le motif éventuel homophobe, donc qui aurait pu expliquer, selon lui, la commission de ces 4 meurtres, dont, on le rappelle, il reste à ce stade présumé innocent. Merci. Et merci Boris Karlamov. Évidemment, on continuera de suivre cette actualité avec vous et l'ensemble du service police-justice. Dans l'actualité à 17h03 également, peut-être cette dernière chance de convaincre. François Bayrou prendra la parole, en effet, demain à 16h en conférence de presse, probablement entouré de certains ministres pour défendre donc son budget 2026. Le Premier ministre qui joue gros alors que la majorité des Français sont opposés à ce projet. Oui, il veut convaincre et expliquer qu'une baisse des dépenses drastiques est nécessaire pour économiser plus de 40 milliards d'euros. François Bayrou redoute le blocage du pays le 10 septembre prochain et la motion de censure qu'il attend dans la foulée. Les précisions d'Adrien Spiteri, Hugo Monnier et Stéphanie Forgeois. Prendre les Français à témoin, c'est l'objectif de François Bayrou en cette rentrée politique sous haute tension. Le Premier ministre tiendra une conférence de presse pour les convaincre du bien fondé de son programme budgétaire. Mais sont-ils prêts à faire les efforts demandés par le gouvernement ? Moi, je veux bien être solidaire, au contraire, je veux être solidaire. Mais j'estime que tout le monde doit participer et que tout en haut, on doit nous montrer l'exemple. Qu'il faille supprimer des jours fériés, on peut s'interroger s'il ne vaudrait pas mieux peut-être supprimer 2 jours de congés payés, par exemple, et auquel cas, chacun pourrait utiliser ses vacances comme il l'entend. Il faut d'abord taxer les ultra-riches. C'est une honte qu'on dise que la France soit le pays où on taxe le plus les gens et en même temps l'homme le plus riche du monde il y a 4 ou 5 ans était français. Le locataire de Matignon le dit lui-même, face à la menace de la censure, seule l'adhésion des Français peut changer les choses. Alors quel message va-t-il délivrer ? Je veux remettre les choses en place sans ambiguïté et envoyer un message de mobilisation et de responsabilité. Il se dit déterminé, notamment à montrer que l'appel à la mobilisation du 10 septembre n'est pas la solution. Tout le monde a le droit de protester, mais je ne crois pas que, devant une telle crise, la réponse des Français puisse être de bloquer le pays. Un défi en perspective donc pour le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République, selon un sondage Ipsos saisi pour la Tribune dimanche, publié en juin dernier. Alors François Bayrou sait que ses jours sont comptés peut-être à Matignon. C'est pour cela qu'il tente une dernière fois de convaincre avec cette conférence de presse demain, avec sans doute le soutien du président de la République. Le président de la République qui est encore, à l'heure où on se parle, à Bormes-les-Mimosas, dans le Var, dans le fort de Brégançon, où il séjourne cet été. Et c'est devant le fort de Brégançon qu'on vous retrouve Sophie Dupont pour essayer de comprendre les contours de l'organisation de cette rentrée politique du côté de l'exécutif, puisqu'on se souvient que jeudi dernier, le président avait reçu à dîner le Premier ministre et que peut-être que des choses se sont goupillées en coulisses. C'est en tout cas ce que laisse entendre aujourd'hui Matignon. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que Emmanuel Macron il se trouve toujours en effet dans sa résidence d'été. Emmanuel Macron qui joue un petit peu les prolongations cette année, car l'année dernière, à la même date, il avait déjà quitté les lieux. Mais néanmoins, le chef de l'État, il veut se montrer concentré sur sa rentrée. Et c'est pour ça qu'il a reçu à dîner François Bayrou jeudi soir ici au fort de Brégançon. Et moins de 48 heures plus tard, Matignon a donc annoncé la tenue de cette conférence de presse demain à 16h par François Bayrou. Matignon qui a fait cette annonce en rappelant bien au préalable que les 2 hommes s'étaient rencontrés ici, donc dans la résidence d'été d'Emmanuel Macron. C'est une précision qui évidemment n'a rien d'anodin. C'est une manière de faire comprendre que cette conférence de presse, elle a évidemment été validée par le président de la République. Et souvenez-vous, le 15 juillet dernier, lors de la présentation du plan d'économie par François Bayrou,
Emmanuel Macron et le Premier ministre avaient déjà échangé en amont de la conférence de presse. C'était le matin même à l'Élysée. Alors, s'agissant de la conférence de presse qui va se tenir demain, les contours sont encore flous, même si on comprend que plusieurs ministres pourraient être présents selon plusieurs sources gouvernementales à BFM TV. François Bayrou qui va devoir prendre à partie à nouveau les Français, tenter de les convaincre et envoyer aussi des signaux aux oppositions, y compris surtout au Parti socialiste dont dépend sa survie, car François Bayrou est menacé d'une motion de censure dès le premier jour d'ouverture de la session parlementaire, alors qu'Emmanuel Macron, il a appelé à la stabilité en début de semaine dans le contexte international actuel. Emmanuel Macron qui va d'ailleurs être très vite rattrapé par son agenda diplomatique chargé, car il est attendu mercredi en Moldavie, toujours sur fond de guerre en Ukraine. Merci beaucoup Sophie Dupont, vous étiez avec Agathe Pichon. Léopold Holtberg, est-ce qu'on sait enfin comment ça va se goupiller demain, cette histoire? J'aimerais vous le dire, mais c'est encore compliqué à l'heure où on se parle. On n'a pas l'habitude d'avoir si peu de détails avant une conférence de presse majeure, et même des membres de l'entourage de François Bayrou ont été vraiment surpris hier de comprendre que ce lundi, là, dans quelques heures, la rentrée allait être aussi forte avec cette conférence de presse. Et c'est vrai qu'en politique, une conférence de presse, c'est quand même un acte très fort. Ça veut dire que vous êtes face aux journalistes et que vous êtes prêt à répondre à toutes les interrogations potentielles. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que cet exercice, vous l'avez déjà fait en juillet. Vous avez déjà été confronté à des journalistes, déjà confronté à des enjeux de budget. Là, il va falloir qu'il trouve potentiellement une nouveauté. Alors, est-ce qu'il déclenche cette conférence de presse parce qu'il a déjà quelque chose en tête, ou est-ce que c'est purement et simplement pour refaire de la pédagogie, essayer de convaincre ceux qui n'auraient pas été convaincus, après avoir fait une série de vidéos sur Facebook et YouTube qui a touché peu de Français, mais dont la démarche laissait entrevoir qu'il était là pour vraiment croire jusqu'au bout à son projet et laisser potentiellement une porte ouverte sur des négociations. C'est vrai que c'est ce qui nous interroge aujourd'hui. Quelle sera la teneur, la couleur du propos du Premier ministre, qui sait qu'il a plusieurs épées de Damoclès au-dessus de la tête, à l'Assemblée nationale avec la motion de censure qui sera déposée par la France Insoumise, dans la rue avec potentiellement ce mouvement social et la crainte, le spectre des gilets jaunes qui était agité de la part de certains conseillers de l'exécutif. Tout ça fait que la pression était peut-être trop forte pour commencer une nouvelle rentrée politique sans prendre la parole et se confronter potentiellement à la réalité. Dans ce contexte, il est logique que nous, on se pose la question de savoir un peu comment ça va se dérouler, que l'opposition aussi s'en inquiète. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'au sein même de l'exécutif, des proches, des collaborateurs, des conseillers dans l'exécutif, eux aussi sont inquiets de cette tournure et de cette forme que pourrait prendre la conférence de presse de demain. Oui, alors c'est récurrent de la part des oppositions. On échange au service politique avec des membres du Rassemblement national, des membres de la France Insoumise. On l'a entendu avec Jean-Luc Mélenchon au micro d'Anthony Lebos hier soir, mais aussi des membres du Parti socialiste. Tous n'attendent pas grand-chose. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a interrogé dans l'après-midi avec Hugo Capelli au service politique différents membres du gouvernement, en tout cas des entourages de ministres. C'est le début du bordel, la France est au bord de la crise de nerfs, nous dit l'un. D'entre eux, nous n'étions pas au courant de cette conférence de presse, c'est n'importe quoi. Et puis, la meilleure chose qui peut nous arriver, nous dit un conseiller ministériel, c'est la censure. Voilà l'état d'esprit de certains aujourd'hui avant cette conférence de presse du Premier ministre. Nous sommes avec Xavier Albertine également pour évoquer ce sujet, député Horizon de la Marne. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être avec nous. François Bayrou a reconnu hier dans Le Parisien qu'il était minoritaire. Les concessions, alors, il faut les faire un peu à droite ou un peu à gauche? Je pense qu'il faut avoir une réflexion globale. Ce n'est pas une question de négociation de marchand de tapis, c'est quelque chose de plus important. Nous consacrons beaucoup de temps sur les 2 jours, la suppression éventuelle des 2 jours fériés depuis un certain nombre de semaines. Je pense que le débat doit être plus global que ça. Si les 44 milliards se résument à ces 2 jours, je pense qu'effectivement, nous avons un problème en France par rapport à la situation économique et surtout la situation financière. 3 305 milliards de dettes, 55 milliards de remboursements par an pour la France nécessite, je pense, d'avoir une réflexion globale et je l'espère. Évidemment, moi-même, je n'ai aucune information concernant l'orientation de ce que va dire le Premier ministre demain, mais il me semble important qu'il y ait à la fois des ouvertures et une réflexion globale. Alors malgré la forme d'agitation que montre le Premier ministre pour essayer de faire comprendre aux Français l'urgence à faire ces économies de budget, on sent tout de même qu'il va falloir
les convaincre. Il a tenté toutes les formes, François Bayrou, pour en parler aux Français cet été. Il n'a pas chômé. Il a fait mi-juillet déjà avec une première conférence de presse. Il y a eu ses vidéos, ses podcasts sur son réseau social, sur YouTube. Là, il y a eu ses sorties également dans la presse, encore il y a quelques heures. Demain, donc, une conférence de presse. Est-ce que vous pensez que le message va finir par imprimer? Là, on sait qu'une grande majorité de Français est opposée à ce budget tel qu'il a été présenté. Alors, plusieurs choses. D'abord, je ne pense pas que le Premier ministre soit sous une forme d'agitation. Je crois surtout qu'il a une stratégie, qu'il la dévoile au fur et à mesure. En tout cas, je ne pourrais imaginer le contraire d'un homme politique présent sur la scène politique française depuis au moins 1984. Deuxièmement, ce qui s'agite beaucoup, c'est tous ceux qui sont à l'extérieur. Et j'ai l'impression quand même que dans la torpeur de l'été, on a tendance, si vous me permettez l'expression, de jouer le match plutôt dans les vestiaires, alors qu'il faudrait jouer sur le terrain. Le terrain, il arrive dès la semaine prochaine, il arrive avec effectivement la rentrée parlementaire qui va remettre l'ensemble des parlementaires au cœur d'un certain nombre de sujets, et puis aussi, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, les rencontres que doit faire le Premier ministre et l'ensemble de ses ministres concernés avec les syndicats, avec le MEDEF, avec un certain nombre de représentants. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'agitation, je crois surtout qu'il y a une véritable volonté d'avancer. Ensuite, évidemment, quand on dit aux Français, quel qu'il soit, il va falloir faire un effort, tout à chacun est amené à dire évidemment, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Et je crois qu'il faut qu'on change de paradigme. La vérité aujourd'hui, c'est qu'il faut plus se regarder en repoussant la réalité sur une autre catégorie, un autre groupe social éventuellement. Ce qu'il est important de faire, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est concerné. Et je crois que dans les propositions qu'a faites le Premier ministre le 15 juillet dernier, il y avait effectivement ces 2 jours, mais il y avait plein d'autres éléments, y compris une taxe sur les hauts revenus qui permettait de récupérer un certain nombre de milliards d'euros nécessaires pour l'ensemble de l'équilibre. Alors évidemment, Monsieur Albertini, je suis obligé de vous couper, on est obligé d'enchaîner et on vous redonnera la parole. Merci à vous et une belle soirée. Sachez que BFM TV bouscule son antenne ce lundi pour la prise de parole de François Bayrou, édition spéciale dès 15h avec nos invités experts pour décrypter cette conférence de presse du Premier ministre. L'actualité internationale à présent avec l'Ukraine qui célèbre les 34 ans de son indépendance de l'ancienne URSS. Une célébration est d'ailleurs organisée aujourd'hui dans la capitale à Kiev. Alors Pierre Barbin, vous êtes justement sur place. La cérémonie pour célébrer l'indépendance s'est déroulée devant la cathédrale à Sainte-Sophie en présence du Premier ministre canadien Carney ou encore de l'émissaire américain Kellogg. Et Volodymyr Zelensky a rappelé que son pays se battrait jusqu'au bout pour sa liberté. Oui, parce que si tous les événements officiels ont de nouveau été annulés cette année à cause de la guerre, il n'y a pas eu par exemple de défilé à proximité de la place Maïdan. Il y a donc tout de même eu cette cérémonie solennelle devant la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, présidée par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a tenu un discours, lui aussi solennel, où il a expliqué justement sa volonté de connaître à nouveau la paix dans son pays. Il a expliqué, voilà ce qu'il a dit, nous défendrons notre terre, notre autonomie avec cette volonté de connaître une vie nationale autonome pour tous les Ukrainiens afin que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre en sécurité sur leur terre avec leurs propres règles. Il a donc aussi également de nouveau rappelé cette volonté de nouveau connaître la paix dans son pays qui est enlisé dans cette guerre depuis plus de 3 ans et demi et l'invasion russe le 24 février 2022. Il a donc répété de nouveau son envie de trouver une solution et d'arrêter cette guerre par tous les moyens. Et Pierre, sur le terrain, les frappes se poursuivent. On a appris il y a quelques instants que l'armée ukrainienne revendiquait la prise de 3 nouveaux villages dans la région orientale de Donetsk qui étaient sous le contrôle russe. Et en Russie, l'Ukraine a lancé une série d'attaques de drones sur une centrale nucléaire et un terminal pétrolier russe. Oui, des infrastructures énergétiques russes qui ont été visées dans la nuit par des drones ukrainiens. Donc l'un de ces appareils a d'ailleurs été abattu par la défense antiaérienne, ce qui a causé un incendie sur le terrain d'un site nucléaire situé dans la région russe de Koursk. Il y a aussi eu une attaque d'un dépôt pétrolier, cette fois situé à proximité de la ville de Saint-Pétersbourg, toujours avec des drones ukrainiens qui ont visé
viser cet endroit. On le sait depuis plusieurs semaines, l'Ukraine vise volontairement des raffineries et dépôts pétroliers en Russie, justement pour peser au maximum sur l'économie russe. Mais il y a aussi une autre réalité sur le terrain, même si l'on vient d'apprendre justement ce que vous disiez par rapport à l'armée ukrainienne. C'est vrai que chaque jour, chaque semaine, l'armée russe continue de gratter du terrain, notamment dans la région de Donetsk. On sait aussi, et c'est une information qu'a donnée Kiev en milieu de semaine, que la Russie serait en train d'accumuler des troupes, cette fois dans le sud-est de l'Ukraine occupée, à proximité de la ville de Zaporizhia, ce qui laisse à penser qu'il pourrait y avoir une offensive militaire dans les jours ou les semaines à venir. Ça prouve bien que la guerre continue malgré le contexte diplomatique que l'on connaît actuellement. Merci Pierre Barbin avec Fantine Danzer à Kiev pour BFM TV. Et on s'intéresse également à ces déclarations du vice-président américain J.D. Vance. On en parle avec vous, Elisabeth Guedel. Vous êtes notre correspondante aux États-Unis depuis New York avec cette déclaration donc, de J.D. Vance qui déclare que Moscou avait fait d'importantes concessions sur l'Ukraine auprès du président Donald Trump lors du sommet en Alaska le 15 août. Pourquoi une telle déclaration ? Vous savez, les Américains regardent eux aussi ces images que la guerre continue, ils le constatent comme tout le monde. La guerre continue, donc il y a beaucoup de doutes au sein de l'opinion américaine sur les avancées réelles d'un accord de paix, de négociation. Ils voient ces bombardements se poursuivre. Donc J.D. Vance, manifestement, a eu besoin de rassurer l'opinion américaine. Il s'est montré très optimiste. Il a déclaré que, donc 9 jours après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il y aurait des concessions importantes faites par Moscou. Il parle de ces concessions. Moscou qui serait flexible, dit-il, sur certaines de ses exigences fondamentales. C'est ce qu'il a déclaré sur la chaîne de télévision NBC. Il n'a pas donné de détails. Il reconnaît qu'on est encore loin de la fin de la guerre. Il a dit qu'il n'aimait pas ce qui se passait sur le terrain. Donald Trump non plus, qu'il y avait une certaine impatience. Mais encore une fois, c'est aussi pour rassurer l'opinion américaine qui a beaucoup de doutes. On sait que l'envoyé spécial Keith Kellogg est à Kiev aujourd'hui pour les célébrations, on vient de voir, de l'indépendance de l'Ukraine. Donc les négociations continuent, les efforts diplomatiques que J.D. Vance qualifie d'énergiques, de bonne foi, a-t-il dit. C'est un processus de bonne foi, ça se poursuit, mais pour le moment rien de concret. Surtout J.D. Vance n'a pas donné de détails sur ces concessions que serait en train de faire Moscou, selon lui. Encore une fois, une façon de rassurer l'opinion américaine. Merci beaucoup Elisabeth Guedel pour ces précisions en direct depuis New York. Général Pallistrandi, on se tourne vers vous. Alors, il n'a pas donné de précision, J.D. Vance, mais peut-être que Lavrov en a donné puisqu'il s'est exprimé. Donc Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe, était exprimé sur NBC et il semble que la Russie est en train de lâcher du lest, notamment en ce qui concerne les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Il déclare, Lavrov, qu'un groupe incluant les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, Grande-Bretagne, Chine, France, Russie et États-Unis devraient apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, un bloc militaire qui doit être non nucléaire et qui doit également être neutre et non aligné. Ça veut dire quoi, ça ? C'est ça toute l'ambiguïté. Neutre et non aligné, notamment Pékin s'est dit prêt à mettre des forces d'interposition. La problématique là-dedans, c'est l'Ukraine. L'Ukraine a son mot à dire. Et en fait, la déclaration de Sergueï Lavrov, elle est là encore extrêmement ambiguë. C'est-à-dire qu'il donne, il fait une concession, mais qui revient en fait à l'objectif final, qui est la neutralisation de l'Ukraine. Donc c'est ça ce qui... que l'ONU joue un rôle, pourquoi pas, c'est son rôle, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté de l'Ukraine. Et là, eh bien, la position de Sergueï Lavrov est chargée d'ambiguïté, donc il va falloir voir après comment cela pourrait-il se décliner. Mais il est clair que la présence de forces chinoises d'interposition entre l'Ukraine et la Russie n'est pas admissible du côté ukrainien et encore moins du côté européen. Voilà, donc
affaire à suivre sur l'évolution donc des discussions diplomatiques en cours. Et toujours ces déclarations donc très floues, difficiles à interpréter du côté de la Russie. En ce qui concerne, donc on le disait, on l'entendait avec tout à l'heure Pierre Barbin, notre envoyé spécial, la guerre, elle continue évidemment, on ne cesse de le dire, d'énumérer ces frappes des deux côtés, notamment la Russie qui a frappé encore une localité aujourd'hui en Russie, et l'Ukraine qui a attaqué également dans la nuit, cette fois-ci en Russie, une centrale nucléaire ainsi qu'un dépôt pétrolier en Russie, avec toujours ces deux stratégies de guerre qui sont très opposées. Est-ce qu'elles finissent par peut-être donner un peu de faveur à l'Ukraine ? Alors, en ce qui concerne les frappes ukrainiennes, elles sont extrêmement ciblées. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de frapper la population civile russe, mais plutôt de frapper soit des installations logistiques participant à la guerre, soit dans le domaine des hydrocarbures. Qui est en fait le vecteur essentiel pour les capitaux russes. Et donc, on estime que 15% de la capacité de raffinage de l'industrie des hydrocarbures russes est endommagée. Donc, moins de capacité, ça veut dire moins de ventes à l'étranger, mais aussi très concrètement, dans certaines régions de la Russie, eh bien, on constate qu'il y a par exemple des queues dans les stations essence parce que il y a un début de pénurie. Donc c'est une stratégie efficace, mais de là à faire basculer, il faut rester extrêmement prudent. Mais en tout cas, elle est forcément très gênante pour l'économie russe. Merci beaucoup, Général Pellistrandi, pour toutes ces précisions. On reste à l'international avec Israël qui a mené des frappes ce dimanche contre des sites des rebelles Houthis à Sanaa, faisant 2 morts en solidarité avec les Palestiniens de Gaza en proie à la guerre entre Israël et le Hamas. Les Houthis lancent régulièrement des attaques aux missiles et drones en direction du territoire israélien. Oui, mais la plupart sont interceptés. Plusieurs frappes ont visé une station de la compagnie pétrolière rue Al-Sitin et une centrale électrique dans le sud de Sanaa, déjà bombardée par Israël il y a une semaine. C'est ce qu'a déclaré la chaîne des rebelles Al-Masira. On souhaitait maintenant vous montrer des images assez impressionnante, vraiment. C'est un éboulement de falaise qui s'est produit vendredi en Seine-Maritime. Oui, précisément sur cette plage des Petites Dalles à Saint-Martin-au-Buneau, et ça s'est produit, vous le voyez, sous les yeux de ces passants, de ces peut-être touristes. L'incident qui heureusement n'a fait aucune victime, mais la municipalité a mis en garde contre un phénomène qu'elle qualifie de courant. Julia Stiger, Raphaël Luce. Ce vendredi, en fin de journée, des morceaux de falaise se sont décrochés puis effondré. La scène s'est déroulée sur la plage des Petites Dalles en Seine-Maritime, sous le regard médusé des passants. Le pan entier s'est écrasé sur les galets de la plage, a dégagé une énorme fumée dense, massive, blanche, épaisse et collante. Si bien toutes les voitures étaient recouvertes, les gens étaient recouverts. Heureusement, personne n'était en dessous à ce moment-là. Aucune victime n'est à déplorer. Sur la vidéo jouée au ralenti, on distingue nettement 3 blocs s'écrouler et l'épais nuage de craie. Si le phénomène est spectaculaire, il n'est pas rare. Les éboulements sont fréquents sur cette côte. En effet, la falaise est fragilisée par l'érosion marine et les habitants en sont bien conscients. C'est un phénomène qui reste avant tout naturel, l'érosion, avec la force des marées, la force des vagues qui tapent contre le bas des falaises. C'est assez normal vu que c'est de la craie. Mais c'est inquiétant. Un nouvel incident qui rappelle qu'il faut faire preuve de prudence et de vigilance aux abords des falaises normandes. Pierre Bazin, maire de la commune, a tout de suite pris des mesures de sécurité. J'ai demandé à mes agents de la voirie de sécuriser l'endroit pour empêcher d'aller sur l'éboulement en fait. Des barrières ont été installées et un arrêté pris pour interdire l'accès à la plage. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur les suites de cette enquête sur les 4 meurtres à Choisy-le-Roi. Vous vous souvenez de ces 4 cadavres découverts dans la Seine. Eh bien, le principal suspect, un sans domicile fixe de 24 ans, vient d'être mis en examen pour ces 4 meurtres. On attend encore la décision de la justice quant à sa détention provisoire. Elle a été requise par le parquet. Les victimes, elles, ont toutes été identifiées. On fait le point complet sur cette actualité et ces dernières informations qui continuent de tomber dans un instant dès 17h30 sur BFM TV. Restez avec nous, tout de suite, c'est la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous ?
Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Regardez la météo avec Entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Le temps promet d'être bien agité en milieu de semaine. En cause, la dépression Erin en approche ici à l'ouest de l'Irlande. Mais en attendant, nous sommes toujours protégés par l'anticyclone. Résultat, pour ce lundi matin, un temps bien ensoleillé et assez lumineux sur les 3/4 du pays. À noter ces épais nuages élevés qui arrivent par l'Atlantique et quelques gouttes de pluie sont attendues au sud-ouest. Il y a aussi pas mal d'entrées maritimes du côté de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, les deux vont se rejoindre. Résultat, un ciel bien chargé au sud avec parfois quelques ondées et un coup de tonnerre attendu du côté des Pyrénées-Orientales. Côté Mercure, au lever du jour, c'est parfois bien frais, comme à Auxerre avec seulement 6 degrés et 9 pour Nancy. Sinon 15 degrés à Paris, jusqu'à 21 sur la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, les températures seront clairement en hausse sur la moitié nord et sur l'ensemble du pays. On sera 3 à 4 degrés au-dessus des valeurs de saison, 27 degrés à Paris, tout comme à Strasbourg, 31 degrés pour Lyon ou Grenoble et on monte jusqu'à 34 degrés pour la région bordelaise. Pour la suite, on va avoir une perturbation qui arrive par le nord-ouest. La masse d'air va commencer à s'instabiliser, notamment vers les régions centrales. Ça va se décaler un petit peu vers l'est en soirée. Et c'est surtout la journée de mercredi qui est particulièrement préoccupante puisque l'on attend cette dégradation orageuse du sud-ouest jusqu'au nord-est du pays. Des orages qui pourront être localement bien intenses. Et en plus, une nouvelle perturbation qui arrive par la pointe bretonne. Pour la journée de jeudi, encore des orages au programme sur une bonne partie du pays. On attend également pour vendredi de bonnes pluies qui arriveront par l'ouest et par la suite, on va retrouver ce temps un petit peu plus calme mais encore un petit peu humide. Une ambiance plutôt automnale pour la rentrée avec les températures qui entre-temps auront bien baissé. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. 17h30 dans l'après-info à la une de l'actualité cet après-midi. Cette prise de parole attendue de François Bayrou demain après plusieurs formats cet été, les conférences de presse, les vidéos sur les réseaux sociaux. François Bayrou donnera donc une conférence de presse demain, probablement entouré de ministres. C'est l'information de notre service politique cet après-midi pour parler évidemment et convaincre sur son budget 2026. Un budget pour lequel les oppositions se préparent. Une mobilisation est envisagée le 10 septembre. Une motion de censure également sera déposée par la France insoumise au minimum. Au sein même du socle commun, des voix s'inquiètent de cette prise de parole surprise de demain. On fera le point dans un instant avec Hugo Capelli du service politique de BFM TV. Un SDF d'une vingtaine d'années mis en examen pour 4 meurtres. Ce sont les corps de ces hommes retrouvés il y a maintenant 11 jours dans la Seine à Choisy-le-Roi. L'individu qui a été mis en examen pourrait être placé en détention provisoire dès ce soir. Nous en parlons dans quelques instants avec Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV. Et puis à la une également, l'Ukraine qui fête aujourd'hui les 34 ans de son indépendance, célébration auquel le président Zelensky a convié le Premier ministre canadien ou encore l'émissaire américain en Ukraine, alors que la guerre en est à ses 3 ans et demi, jour pour jour également. Et pour marquer l'événement, Kiev a lancé plusieurs attaques de drones sur une centrale nucléaire ainsi qu'un terminal pétrolier russe. On détaille tout cela tout à l'heure avec nos experts. Mais tout d'abord, cette rentrée que le Premier ministre voudrait à la hauteur de l'histoire. C'est ce qu'a déclaré François Bayrou dans les colonnes du Parisien et de la Tribune dimanche aujourd'hui. Pour ce retour aux affaires prochain du gouvernement, à la fois sur le plan politique et social. On en parle avec vous, Hugo Capelli. La forme que cela pourra prendre demain, on l'a compris, c'est une conférence de presse. On en sait un peu plus toujours sur cette forme. Un peu moins sur le fond encore. Non, ça commence à arriver au fur et à mesure les informations. Voici les détails que nous avons. François Bayrou prendra la parole
à 16h. Il ne sera pas seul. Plusieurs sources gouvernementales nous confirment que des ministres seront bien présents avec lui. Par exemple, la ministre du Travail qui devait commencer à recevoir les syndicats dès demain matin pour parler du budget. On sait que certaines réunions vont tomber à l'eau et vont être reportées. Ensuite, pour le lieu de la conférence de presse, ça ne sera pas à l'hôtel de Matignon où François Bayrou a son bureau, mais dans un immeuble qui appartient au service du Premier ministre, l'immeuble de Ségur. Et ce n'est pas anodin comme choix parce que c'est là-bas que François Bayrou a déjà tenu 2 conférences de presse sur le budget. La première au mois d'avril, où il a lancé son chantier sur le budget, sur lequel il a planché tout le printemps et cet été. Et puis il a aussi tenu une deuxième conférence de presse le 15 juillet dernier, où il a fait cette annonce des 44 milliards d'euros d'économies, des suppressions de 2 jours fériés, entre autres. En juillet dernier, François Bayrou s'était exprimé longuement, ça avait duré plus d'1 heure, il s'était appuyé sur des graphiques avec un slogan derrière lui, le moment de vérité. Alors à quoi faut-il s'attendre demain? Est-ce qu'on aura un slogan du type le moment de convaincre? Car les formations politiques d'opposition, les syndicats ne sont absolument pas convaincus par les propositions du Premier ministre. François Bayrou qui choisit aussi de retourner à l'immeuble de Ségur parce que la salle est grande, elle permet d'accueillir plus d'une centaine de journalistes. Tout ça se fait un petit peu en dernière minute. Les ministres qui donc ont été prévenus ces dernières heures de cette prise de parole très attendue demain de François Bayrou. Effectivement. Merci beaucoup Hugo pour ces précisions. On continue à parler de ce sujet en retrouvant Anthony Lebos dans la Drôme à Châteauneuf-sur-Isère où la France Insoumise tient son université d'été ce week-end. Anthony, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Vous avez interrogé hier pour BFM TV Jean-Luc Mélenchon. Il a fait sa rentrée entre autres sur notre antenne. Le chef de file de la France Insoumise qui affûte sa stratégie pour cette rentrée politique. Au menu, soutien au mouvement de blocage du 10 septembre et en plus une censure, un dépôt de motion de censure dès le 22 à l'Assemblée. 2 mots d'ordre pour cette rentrée de la France Insoumise, les 2 mêmes d'ailleurs que l'année dernière, censure et mobilisation. Jean-Luc Mélenchon nous l'a martelé lors de sa grande interview hier sur BFM TV. Il appelle au blocage général, à la grève générale le 10 septembre prochain. Il veut mener une offensive politique, c'est ce qu'il dit, sur tous les terrains, dans le viseur du leader de la France Insoumise, François Bayrou, son gouvernement et ses propositions budgétaires que Jean-Luc Mélenchon juge injustes et brutales. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, c'était hier. Il y aura une grève, et je l'espère, une grève générale si les syndicats le décident. Et dans l'ordre républicain, quand on est un gouvernement, on essaye, quand on n'est pas d'accord avec lui, soit de le faire changer de trajectoire, soit de le faire tomber. Il est impossible de faire changer de trajectoire, M. Bayrou. Les socialistes nous ont mis dans une mouise pas possible en croyant qu'ils pouvaient s'entendre avec lui. Il trompe tout le monde. Eh bien, donc, nous allons le faire tomber le 23 septembre. François Bayrou mène une politique de classe qui ne demande aucun effort aux riches, dit-il aussi à propos du Premier ministre. Et Jean-Luc Mélenchon en est persuadé. Il ne reste plus que quelques semaines de vie pour le gouvernement de François Bayrou. D'ailleurs, la France Insoumise va déposer une motion de censure à partir du 23 septembre prochain, date de reprise parlementaire à l'Assemblée nationale. Et Jean-Luc Mélenchon ne veut pas perdre de temps. Message d'ailleurs directement adressé à ses partenaires socialistes qui veulent tenter de négocier avec le gouvernement, mais aussi au Rassemblement national qui fait planer toujours la menace de la censure sur la tête de François Bayrou. Et justement, nous sommes en ligne avec Philippe Schreck. Bonjour, vous êtes député Rassemblement national du Var. On a justement cette interrogation sur cette motion de censure. On sait que la France Insoumise l'a déjà déposée. Que souhaite faire le Rassemblement national dans les conditions et dans l'attente de cette prise de parole demain du Premier ministre ? Bonjour, nous allons dans un premier temps écouter ce que M. Bayrou a à dire sur sa 3e conférence de presse sur le sujet. Donc c'est quand même pas un exercice très novateur pour lui. J'espère qu'il a pris les leçons de l'épisode Michel Barnier. Car si c'est pas le cas, je pense que demain c'est pas sa rentrée politique, mais c'est l'acte 1 de sa sortie politique. Il faut qu'il fasse et qu'il opère des virages à 180 degrés en matière de logiciel budgétaire. Donc nous ne sommes pas comme la France Insoumise. Nous n'allons pas, mettre le feu au Parlement ou au gouvernement sans savoir. Nous allons laisser le chance au produit Premier ministre. Peut-être va-t-il nous proposer des changements, encore une fois, de logiciel, de procédure, de sens budgétaire. S'il ne le fait pas, il aura été mais très en amont prévenu. Un mot sur ce que vous proposez. Vous attendez quoi, vous, du Premier ministre demain? Sur quoi doit-il revenir? J'allais vous dire sur le logiciel.
les Français sont les plus imposés et les plus chargés du monde. Donc la solution, c'est pas de leur faire les poches et de faire le peu d'argent qui reste dans leur poche, mais bien au contraire d'annoncer des mesures d'économie structurelle. Les Français n'acceptent plus que plus l'État est obèse et plus il leur prend dans les poches et plus on enlève les taux d'imposition, alors que, non pas marginalement, mais par ailleurs, il y a des marges de manœuvre d'économie structurelle sur plusieurs années. On n'est pas obligé de tout faire dans quelques mois, mais qui sont tout à fait importantes. Marine Le Pen lui a écrit, je crois, au début de l'été, en fixant les caps qui sont des caps de bon sens et d'économie. S'il persiste à vouloir imposer 40, 50 milliards des jours de congé en plus, eh bien, encore une fois, il finira au même instant que M. Barnier. Quelle est la position du Rassemblement national sur cette mobilisation également citoyenne qui s'annonce le 10 septembre prochain? Est-ce que vous apportez votre soutien? Nous la comprenons, bien entendu, nous l'entendons, je le vois en circonscription, nous entendons l'exaspération des Français. Mais la difficulté, c'est que dès qu'il y a un mouvement populaire, il est confisqué, il est préempté, il est volé par l'extrême gauche qui pour autant n'a plus aucun rapport avec le peuple et avec les mouvements populaires. Donc que va-t-il se passer? Il va y avoir de la bordélisation, il va y avoir des excès, il va y avoir des insultes, il va y avoir des drapeaux du Hamas, des mots antisémites, tout simplement parce que l'extrême gauche confisque ce mouvement populaire que nous comprenons, qui nous est tout à fait sympathique. Et je dis à ces Français, bien écoutez, le vrai mouvement populaire, bien sûr qu'on a le droit de manifester, on a le droit de s'opposer, on a le droit de bloquer, mais le vrai mouvement populaire, ce sera les élections. Merci beaucoup Philippe Schreck, député Rassemblement National du Var, d'avoir été avec nous à distance sur l'antenne de BFM TV. BFM TV qui va bien sûr beaucoup parler de cette rentrée de François Bayrou. Demain, on fait ce qu'on appelle un cassage d'antenne, on bouscule notre antenne avec la prise de parole du Premier ministre. Édition spéciale dès 15h avec nos invités experts pour décrypter cette conférence de presse donc de François Bayrou. 17h38, on en vient à présent à l'actualité judiciaire avec, après 4 jours de garde à vue, les éléments qui se déchaînent du côté de l'enquête sur ces 4 cadavres retrouvés à hauteur de Choisy-le-Roi. C'était il y a 11 jours dans la Seine. On fait le point avec Boris Karlamov qui est avec nous du service police-justice. On le sait, ce matin, il y a eu des réquisitions du parquet quant à ce suspect, ce principal suspect. Et désormais, on sait que la mise en examen a été décidée. Oui, ce sans domicile fixe a été déféré ce matin au tribunal judiciaire de Créteil. Il a donc été cet après-midi mis en examen pour 4 meurtres correspondant donc aux 4 corps repêchés dans la Seine le 13 août dernier. Le ministère public avait requis sa mise en examen et son placement en détention provisoire. Il est désormais dans une salle d'audience face à un juge des libertés et de la détention qui va devoir statuer sur son placement en détention provisoire. C'est ce que du moins a requis également le parquet de Créteil. On va rappeler que cette semaine, il y avait un deuxième individu qui avait été placé en garde à vue. Souvenez-vous, c'était jeudi soir. Et bien cet homme qui connaissait les 2 sans-abri victimes a été relâché hier soir sans poursuite retenue contre lui à ce stade. Boris, un mot sur les victimes. Elles sont toutes maintenant identifiées? Oui, le premier corps identifié, par comparaison ADN, était celui de Franz, un homme de 48 ans, de nationalité française, résidant à Créteil. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis le 11 août dernier. Et selon le parquet de Créteil, il pouvait fréquenter les abords du lieu de découverte des corps, connu pour être un lieu de rencontre homosexuel éphémère. Son ADN aurait été retrouvé sur une trace de sang retrouvée sur les vêtements du suspect. Cet homme correspondait donc au corps qui présente des traces de strangulation. Il y a un deuxième corps qui a été également identifié, toujours par comparaison génétique, avec cette fois-ci l'ADN extrait de la brosse à dents d'un homme dont la disparition avait été signalée le 7 août dernier. Samy, âgé de 21 ans, de nationalité algérienne, qui résidait à Choisy-le-Roi. Les 2 derniers corps étaient ceux de 2 hommes sans abri, fréquentant régulièrement toujours ces mêmes abords du lieu de découverte des corps. L'un d'eux, Abdallah, âgé de 21 ans, de nationalité algérienne, ne donnait plus signe de vie depuis le 26 juillet. Ce jeune homme avait déjà été aperçu avec le suspect puisque des photos les montrent ensemble. Il serait sa première victime. Le second, Amir, âgé de 26 ans, de nationalité tunisienne, disparu depuis le 31 juillet. Il fréquentait le squat du bord de Seine à Choisy. Le suspect aurait utilisé sa carte bancaire après sa mort. Est-ce qu'on sait, Boris, quelles sont les pistes envisagées pour expliquer ce quadruple meurtre possible? Alors à ce stade, les enquêteurs, ils soupçonnent le suspect d'avoir commis ces crimes en série pour des motifs homophobes qui seraient peut-être liés à
l'orientation sexuelle de ses victimes. Une aversion qui pourrait notamment découler de la religion du suspect. Adepte de l'islam salafiste, très rigoriste, conservateur. Il faut faire preuve de prudence puisque c'est une piste comme une autre et ce sont les investigations à venir qui vont devoir donc privilégier ou non cette hypothèse. Merci beaucoup Boris pour toutes ces précisions. On continue à parler de ce sujet avec vous. Marc Rolland, vous êtes capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Pour vous, monsieur Rolland, cette mise en examen, elle veut dire quoi ? La mise en examen témoigne qu'il existe à son endroit des indices graves et concordants qui laissent suggérer, à ce stade de l'instruction judiciaire, sa participation pleine et entière dans ces crimes. Alors, qu'est-ce qu'il risquerait, cet individu, s'il était reconnu coupable à l'issue de toutes les procédures, la procédure qui va se poursuivre après cette mise en examen ? Vous imaginez bien que dans le cas d'espèce, nous sommes dans le haut du spectre du code pénal et les peines encourues sont des peines de nature criminelle, en l'espèce des condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité si d'aventure sa culpabilité devait être reconnue. Et là, ils vont travailler comment les enquêteurs ? Puisqu'il y a 4 corps qui ont été retrouvés, d'accord, mais si cette personne mise en examen est une personne habituée des lieux, est-ce qu'il pourrait y avoir des recherches sur d'autres cadavres retrouvés encore dans la Seine, plus loin ? Tout à fait. Et là, nous en sommes actuellement au stade de l'instruction judiciaire. C'est-à-dire que le directeur de l'activité judiciaire n'est plus le procureur, mais le juge d'instruction. Et il lui appartient, au titre de son instruction, de son enquête judiciaire, de mettre en œuvre tout l'arsenal juridique, technique et scientifique pour consolider les éléments actuellement détenus dans le dossier et, le cas échéant, découvrir des co-auteurs, des complices, voire des receleurs des infractions. Est-ce que dans votre expérience, vous avez peut-être en mémoire des cas similaires ou en tout cas qui peuvent y faire penser à cette affaire et qui nous donneraient peut-être aussi une indication sur la longueur de cette instruction qui va démarrer ? Alors, en ce qui concerne la nature de l'investigation, je peux vous avancer que ça sera une instruction longue, complexe et technique. Et j'imagine qu'en deçà de 2 à 3 ans d'instruction, on n'en verra pas le bout parce qu'il y a une multiplicité de mises en cause au titre des victimes et il y a surtout un manque de coopération manifeste de la part de la personne mise en examen. Autant d'éléments qui vont alourdir les investigations judiciaires à mener. L'actualité internationale à présent avec cet anniversaire, 34 ans d'indépendance célébré aujourd'hui en Ukraine, indépendance de l'ex-URSS. Et pour l'occasion, alors que les Occidentaux tentent d'arracher un cessez-le-feu au Kremlin, Volodymyr Zelensky, lui, a invité à Kiev le Premier ministre canadien ainsi que l'émissaire américain en Ukraine. Et c'est une fête qui coïncide tristement avec un autre marqueur, les 3 ans et demi, jour pour jour, du début de la guerre en Ukraine. Dans le pays, le moral des soldats oscille entre espoir de paix et colère contre l'envahisseur russe. Reportage de nos envoyés spéciaux Pierre Barbin et Fantine Danzer. Sa vie a basculé au mois d'octobre 2022. Ce sniper de l'armée ukrainienne était en mission dans la région de Bakhmout lorsqu'il a reçu une balle dans le cou. Il est aujourd'hui paralysé. Aujourd'hui, je ne ressens plus rien en dessous du torse. Mais le plus important, c'est que j'ai toujours mes mains et ma tête. Sacha a pourtant choisi de rester vivre en Ukraine avec sa compagne, car il croit à l'indépendance de son pays. Les Ukrainiens continueront à se battre jusqu'au bout, nous ne baisserons pas les bras et l'Ukraine restera libre. Pour ce week-end de célébration, le couple retrouve des amis. L'occasion de se remémorer certains souvenirs, mais la guerre n'est jamais très loin. Ça, c'est chez moi, dans la région de Kherson. Elle est sous occupation depuis le début de la guerre. Je sais que ce sera douloureux et difficile, mais mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est notre victoire. Anton est d'ailleurs soldat sur le front ukrainien. Il est en permission pour la première fois depuis 8 mois. Il dit aujourd'hui avoir une mission à mener. On se bat pour notre indépendance. C'est le devoir de notre génération. On doit le faire pour nos ancêtres. L'Ukraine célèbre donc aujourd'hui sa 34e année d'indépendance avec un espoir encore plus fort que les années précédentes, sans doute celui de trouver enfin un accord de paix et obtenir des garanties de sécurité solides pour le pays. Et alors que le Premier ministre canadien Mark Carney appelle à un cessez-le-feu pour mettre fin aux tueries, écoutez ce que dit le président Zelensky qui rappelle l'importance de cette coalition des volontaires dont fait justement partie le Canada avec plusieurs pays européens.
Bien sûr, en premier lieu, des pays capables de protéger l'Ukraine, comme l'a dit très justement le Premier ministre, dans les airs, en mer et sur terre. La question de la présence sur le terrain, comme on dit, des bottes sur le terrain est importante pour nous. Il est trop tôt pour en parler, bien sûr, mais l'infrastructure sera d'abord préparée. Et bien sûr, l'armée ukrainienne jouera un rôle important dans cette infrastructure. Alors, sur le terrain, la guerre se poursuit des deux côtés de la ligne de front et en même temps, il y a eu aujourd'hui un échange de prisonniers. Cyril Amorski, correspondant à BFM TV en Ukraine, on vous retrouve du côté de Tcherniv. Un nouvel échange donc, de prisonniers a eu lieu ce dimanche. Oui, tout à fait. On vient d'apprendre que 146 personnes ont été libérées et à vrai dire, elles sont passées derrière nous il y a juste quelques minutes. On parle de soldats, mais on parle également de civils puisque par exemple, le maire de la ville de Kherson a été libéré aujourd'hui. Il avait rejeté une première fois cette demande en 2022 en cédant sa place à un autre militaire. Et cette fois-ci, il a été donc libéré. Et vous voyez derrière moi justement des familles qui sont venues chercher ces soldats, chercher ces civils, essayer de retrouver parmi ces gens-là leurs proches avec l'espoir de pouvoir les retrouver aujourd'hui, alors que tant d'autres, des milliers d'Ukrainiens sont toujours en captivité en Russie. Merci beaucoup Cyril Amorski de nous avoir accordé donc ces derniers détails sur ce qui se déroule toujours en Ukraine. Toujours l'actualité à l'étranger, mais cette fois-ci sur cette menace à Israël qui a mené des frappes ce dimanche contre des sites des rebelles Houthis au Yémen, dans la ville de Sanaa, faisant 2 morts. Et en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, en proie à la guerre entre Israël et le Hamas, les Houthis ont donc lancé, on le sait depuis plusieurs mois, régulièrement des attaques aux missiles et aux drones en direction du territoire israélien. Mais la plupart sont interceptés. Plusieurs frappes ont visé une station de la compagnie pétrolière Rual Sitin et une centrale électrique dans le sud de Sanaa, déjà bombardée par Israël il y a une semaine. C'est ce que déclare aujourd'hui la chaîne des rebelles Al-Masira. Retour en France pour reparler de cette dramatique double noyade qui a eu lieu à Orly dans le Val-de-Marne. 2 enfants âgés de seulement 3 et 4 ans ont perdu la vie dans un parc municipal de la ville. Ils étaient cousins. Ouais, leurs 2 corps ont été retrouvés immergés dans un étang du parc interdit à la baignade pour une raison encore inconnue. Une enquête est ouverte et une cellule psychologique sera ouverte dès demain. Adrien Spitry. C'est devant cette bâtisse, dans ce plan d'eau, que le drame s'est déroulé hier. 2 enfants de 3 et 4 ans sont morts noyés dans l'après-midi. Alors ce matin, pour ces habitués du parc des Méliès, c'est le choc. Oh bah c'est terrible, hein. Ça fait un coup. Hein. Vous vous rendez compte, des enfants de 3 et 4 ans qui se noient, c'est affreux quand même. Et à mon avis, ces 2 enfants sont descendus tout seuls là-bas, puisqu'il y a 2 ballons qui sont restés là, je pense que c'était à eux. Emilia promenait justement son chien quand les recherches ont commencé. J'ai entendu juste un monsieur ici sur le chemin qui appelait. Et là, j'ai compris qu'il cherchait un enfant. Et ce n'est qu'un long moment après qu'une voisine m'a appris que la disparition de 2 petits garçons. Purement décoratif, ce plan d'eau est interdit à la baignade. Pourtant, selon un riverain, des accidents ont déjà été évités de justesse. Des épisodes où des enfants ils sont tombés dans l'eau, mais qui ont été repêchés à temps, où leurs parents ils ont été assez réactifs pour les sortir. J'imagine qu'ils attendaient la rentrée scolaire maintenant, qu'ils se préparaient, et ils sont juste sortis pour jouer un petit peu. Ils se sont retrouvés dans un drame comme ça, j'ose même pas imaginer. On ne sait pas à ce stade comment les enfants se sont retrouvés dans le plan d'eau, mais ils rejoignent la longue liste des personnes mortes noyées cet été. 268 décès ont été recensés entre le 1er juin et le 13 août. Tout de suite la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Le temps promet d'être bien agité en milieu de semaine. En cause, la dépression. Erin,
en approche ici à l'ouest de l'Irlande. Mais en attendant, nous sommes toujours protégés par l'anticyclone. Résultat, pour ce lundi matin, un temps bien ensoleillé et assez lumineux sur les 3/4 du pays. À noter ces épais nuages élevés qui arrivent par l'Atlantique et quelques gouttes de pluie sont attendues au sud-ouest. Il y a aussi pas mal d'entrées maritimes du côté de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, les deux vont se rejoindre. Résultat, un ciel bien chargé au sud avec parfois quelques ondées et un coup de tonnerre attendu du côté des Pyrénées-Orientales. Côté Mercure, au lever du jour, c'est parfois bien frais, comme à Auxerre avec seulement 6 degrés et 9 pour Nancy. Sinon 15 degrés à Paris, jusqu'à 21 sur la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, les températures seront clairement en hausse sur la moitié nord et sur l'ensemble du pays. On sera 3 à 4 degrés au-dessus des valeurs de saison, 27 degrés à Paris, tout comme à Strasbourg, 31 degrés pour Lyon ou Grenoble et on monte jusqu'à 34 degrés pour la région bordelaise. Pour la suite, on va avoir une perturbation qui arrive par le nord-ouest. La masse d'air va commencer à s'instabiliser, notamment vers les régions centrales. Ça va se décaler un petit peu vers l'est en soirée. Et c'est surtout la journée de mercredi qui est particulièrement préoccupante puisque l'on attend cette dégradation orageuse du sud-ouest jusqu'au nord-est du pays. Des orages qui pourront être localement bien intenses. Et en plus, une nouvelle perturbation qui arrive par la pointe bretonne. Pour la journée de jeudi, encore des orages au programme sur une bonne partie du pays. On attend également pour vendredi de bonnes pluies qui arriveront par l'ouest et par la suite, on va retrouver ce temps un petit peu plus calme mais encore un petit peu humide. Une ambiance plutôt automnale pour la rentrée avec les températures qui entre-temps auront bien baissé. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. C'est la fin de l'après-midi info. Merci de nous avoir suivis cet après-midi ainsi que tout cet été. D'ailleurs, on vous remercie de votre fidélité. On vous laisse dans les mains de Guillaume Daré pour Newsbox. Il reviendra évidemment sur cette conférence de presse un peu surprise qui sera donnée par le Premier ministre demain pour parler de son budget 2026 et continuer de convaincre les Français. Le Premier ministre qui sera probablement accompagné de plusieurs ministres. Les détails dans un instant, évidemment. Merci à tous. Merci Valentin. Merci beaucoup Fanny et bon courage si vous reprenez le travail demain. À bientôt.